mieux. Enfin, je sais pas si c'est mieux. Comme ça, Ouais. je te Ah, moi, je vois te d'en vois. haut, je te vois d'en haut comme ça. Comme ça, en Voilà. plus, tu as la caméra un peu en dessous. On a vraiment l'impression que je te regarde, que je te toise d'une estrade. Non, c'est parfait. J'aime bien C'est ton très bien. setup hein, avec les petits écrans. Alors, très Nickel. bien. Donc, ben, ravi de te... Salut Vince Papas dans le chat. Heureux que tu sois là. Et ravi de te recevoir encore une fois, Alexander Samuel. Alors, ça fait la troisième fois qu'on te reçoit, mais officiellement, c'est la deuxième. Parce que la première fois, c'était un pré-live qui avait un peu dérapé en En interview. grosse discussion. En Ouais, c'est ça. discussion. Voilà, c'est ça. Ah, je Ouais, suis bavard. Hein. ouais, bah, c'est très bien. Moi, ça Ouais. m'arrange. Voilà, donc on rappelle que tu as été chercheur en biologie moléculaire, tu as fait une thèse en biologie moléculaire, tu nous Mhm. racontais que tu tripatouillais des gènes à l'envie et que tu faisais des tests PCR en grande quantité, voilà. Et voilà. Et ensuite, tu as arrêté pour des raisons éthiques notamment, parce que tu en avais marre de tuer des souris, c'est ça ou pas? Il y avait un peu de tout, on va Un dire. Il y peu de avait à tout. la fois le côté éthique qui m'avait un peu choqué, parce que oui, je trouve qu'on a quand même tué beaucoup de souris pour pas grand-chose au niveau résultat. Ah ouais, Mais je pense que c'était pas la seule ni la principale motivation. Il y avait un ensemble de ah ouais, motivations. La fraude scientifique était une grosse motivation ah aussi, parce oui, qu'on oui. avait déjà vu les problèmes de fraude scientifique qui existaient. Les difficultés du métier. Alors, j'avais beaucoup manifesté contre une réforme, la LRU, qui Ouais, est une ouais. réforme qui, pour moi, cassait un peu le métier de chercheur tel que je l'imaginais au Ouais, départ. puis Et tout ça est parti à volo d'ailleurs un peu, hein. Enfin, le métier de chercheur, c'est compliqué maintenant. ouais. La réforme Donc, des du coup, ouais, universités. j'aime bien enseigner. Donc, je me suis dit, je préfère aller directement dans une carrière d'enseignant plutôt que de faire, je sais pas, 4-5 ans de postdoc, de me retrouver dans une impasse ou de me retrouver maître de conf quelque part où j'ai pas envie d'être maître de conf, hein, Et j'en sais maintenant, rien. t'es Ouais. prof de maths en collège ou en lycée? En lycée peut-être? En lycée. Ouais, c'est ça. Ouais. En lycée pro. J'ai fait un choix de Ok. lycée pro parce que j'aime Ah, bien. ah Et ouais. ouais, non, je suis très content des choix que j'ai faits. Ça Ok. me permet d'avoir une certaine liberté académique quand je fais de la recherche, entre Oui, guillemets, parce que ou tu que je fais publie quand des même articles scientifiques. tu publies quand même des Ouais. articles en freelance du coup? Oui, voilà, ça continue un petit peu. J'ai des collabs avec. Ça s'est monté surtout autour du Covid, mais j'ai eu des collabs sur différents sujets. Et puis là, je touche un peu à la psycho avec Séverine maintenant. On en parlera sans doute la prochaine fois. Oui, 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 bien sûr. j'ai des opportunités qui s'ouvrent en fait à droite à gauche avec différents académiques. Et du coup, je suis très content parce que ça ne m'enferme pas non plus dans. Parce que quand on est chercheur, on est souvent dans un labo avec une Ouais, spécialité. Et c'est bien parce qu'on a une expertise, mais on tourne un peu en rond et moi j'ai besoin de changer. Donc c'est ça. c'est cool parce que ça m'a permis de toucher un peu à tout. Enfin, tu verras que là, si on parle un peu juste de l'aspect police, Oui, j'ai finalement on fait va un y travail venir. avec des spécialistes et des chercheurs du domaine Ouais. sans même être spécialiste moi-même, mais juste par passion. J'en ai tellement fait que j'ai appris plein de choses Ouais, t'es et devenu un peu j'ai pu spécialiste. apporter ma petite pierre à certains endroits. D'accord. Et oui, oui, on aurait pu mettre en introduction la chronique d'Emmanuel Barré, là, tu sais, sur Sainte-Soline et qu'il a fini. Je sais pas, tu nous diras ton avis sur Ouais, la fameuse plainte de Nunez, je sais plus son prénom, Laurent Nunez, le ministre de ouais. l'Intérieur. Voilà, un peu pour qui s'est plaint, qu'il ait dit la police c'est Daesh avec la sécurité de l'emploi. Bon, c'est vrai que c'était un peu outrancier, mais voilà, il basait son discours sur quand même des faits, hein, beaucoup de faits, de violences policières, de viols, d'éborgnage, voilà. Et toi, tu nous disais que tu avais beaucoup travaillé sur les lacrymos notamment, et que c'était des produits qui n'étaient pas si et inoffensif que, qu'on peut le dire, voilà. Et donc, de fil en aiguille, tu t'es mis à travailler sur les forces de l'ordre en général, c'est ça? Sur quel domaine Ouais, tu alors travailles sur les je forces de t'explique comment l'ordre? ça s'est fait parce que c'était Ouais. assez marrant. Et moi, Donc moi, alors, j'ai pendant mon que côté. on Ouais. commence, je vais me mettre à dessiner. Tu vois, je fais de l'ancrage de la planche 42, là, de mon bouquin. Donc, pendant que tu parles, on va peut-être passer comme ça, parce que les gens ont bien vu ta tête Ouais, maintenant, hein. parfait. Elle ne va pas C'est changer mieux. spécialement. Ouais, Donc, je vais... je suis pour. Ok, allez, on fait comme ça alors. Très bien. Ouais. Ah bah, nickel. Comme ça, je te regarde en même temps. Voilà. Ouais, bah écoute, moi j'avais le côté militant qui était un peu ancré. J'avais fait des manifs, comme je te disais un peu en intro, là. Ouais. J'ai fait pas mal de petites manifs, notamment en Italie. Et,
trucs comme ça. Bon, j'avais un petit passé en tant que militant. J'avais un peu raccroché, réduit mon activité militante de rue. Et les Gilets jaunes m'ont demandé de venir. Je me suis retrouvé en garde à vue arbitraire sur l'affaire Le Guet. Ça, on en avait déjà un petit peu parlé, je pense. Ouais, Et peut-être tu peux rappeler en 5 minutes l'affaire ouais, Le Guet. je rappelle rapidement les faits. Hein, voilà, donc je suis allé dans une manif avec les Gilets jaunes pour voir comment c'était, pas en m'identifiant totalement Gilets jaunes. Et je suis témoin d'une vieille dame qui subit une violence policière, clairement, hein, qui a une charge un peu démesurée par rapport à la situation. Et la dame se retrouve dans le coma, on a cru qu'elle allait y passer. Hein. Et moi, je me fais mettre en garde à vue pour avoir filmé comment les médics ont été empêchés d'intervenir. Ah oui, c'est ça. Et ça m'a un petit peu choqué parce que je me suis dit, mais en fait, la manière dont j'ai été traité en garde à vue, c'était quelque chose que je m'imaginais pas. Ouais. Je m'imaginais pas. J'imaginais ça dans certains pays Oui. où la démocratie n'est pas très respectée, on va dire. Sous Pinochet, Des on va pays très dire. critiqués, voilà, c'est ça. Je m'imaginais. Alors, j'ai pas eu un traitement de Pinochet, hein, on va se Ouais. calmer, mais j'ai eu un traitement qui, pour moi, était plus de pays qui sont en retard par rapport aux Ouais. démocraties occidentales, quoi. Et en fait, non, j'ai eu un traitement avec insultes, avec pas de possibilité d'aller aux toilettes, avec moquerie, avec. Enfin, c'était très dégradant humainement, alors que je m'attendais à avoir un minimum de respect si moi je fais rien de grave, si je suis respectueux aussi, Ah quoi. oui. Il y a eu J'étais un pas du livre tout là-dessus agressif. récemment, ça s'appelle Journal d'un prisonnier. Non, Oui, exactement, le pauvre, le pauvre. Le Je le pauvre. plains. Non, je Voilà. pense que c'est vrai que quand on n'est pas confronté à ça et qu'on s'y attend pas, le fait de se retrouver là-dedans, Ouais, c'est on choquant. découvre une Ouais. réalité qui est différente de ce qu'on s'imagine. Ok. Et je m'imagine pas non plus un hôtel 5 étoiles, hein, mais je m'imaginais juste qu'on me traite avec respect, en quelque sorte. Hmm, Je suis pas violent et ni agressif, qu'on ne soit pas avec moi. bien sûr. Et donc, ouais, je me dis, il y a un souci quelque part, surtout si on me met en garde à vue aussi facilement, etc. Et en Mais- parallèle, j'ai travaillé sur les gaz lacrymaux. Oui. Et là aussi, je me dis, comment ça se fait qu'on les utilise en maintien de l'ordre? Comment Ouais. ça se fait qu'il y ait pas une supervision, et cetera? Et donc j'ai voulu comprendre un petit peu comment marche l'institution policière et je me suis mis à lire pas mal de petits bouquins, Ok. en amateur, hein, d'abord. Et parmi les auteurs qui étudient la police, il y en a un qui s'appelle Sébastien Rocher, Ouais. qui était, formateur de commissaire de police, Ok. heu, sociologue et qui écrit des bouquins, notamment un qui est un peu plus ancien, La police en démocratie, par exemple. Ouais. Et donc, je trouve son travail très intéressant et je le contacte et j'essaie d'échanger avec lui par rapport aux gaz lacrymaux, à mon travail sur les gaz lacrymaux, quoi. Ouais. C'était en Et quelle année ça, par curiosité? on est en 2019, courant D'accord. 2000. Ah oui, ok. Et donc on échange un petit peu par mail et il trouve mes travaux intéressants et puis voilà, ça, moi je le remercie, je lui pose quelques questions, on va dire un petit peu, voilà. Et puis, se joint aux gens qui s'intéressent aux lacrymos, quelqu'un qui a été exposé et qui me dit: «Ouais, ton travail m'intéresse, j'aimerais bien bosser dessus» et qui était un étudiant en sociaux. Ok. Ah, Et très donc, bien. ni une ni deux, je me dis: «Ah bah, je viens de parler avec Sébastien Rocher par mail, il commence à m'apprécier, on a échangé un petit peu quoi, on n'est pas non plus potes, mais Ouais. on se connaît et là, j'ai un étudiant en sociaux qui vient de pas loin de chez lui. Bah, pourquoi pas l'envoyer en thèse chez lui ou au moins en mémoire de master chez lui?» Et donc je Carrément. suggère la chose à ce sociologue qui me rejoint, à l'étudiant Ouais. et je demande à Sébastien Rocher en même temps et puis bingo, ça marche. Parce que Sébastien Et donc Rocher, il t'as va faire dit que un lui, il était docteur en sociaux aussi? Non, il était, ouais, il était en sociaux, ouais, il docteur en était en sociaux. Bah, c'est sociaux. pas lui qui me l'a dit, c'est dans son livre en fait, tout Ouais, simplement. d'accord, ouais, Ouais. ok. Et donc du coup, bah, ouais, il accepte de le prendre en stage et du coup, il va faire un stage de 6 mois, Cool. qui va donner lieu à un mémoire qui a pu être rendu public parce qu'il va être carrément en immersion dans la gendarmerie et c'est Ah. super intéressant parce qu'il va nous permettre d'avoir accès à des choses qu'on n'a pas toujours accès. C'est comment une nouvelle arme est évaluée et mise, en service dans le maintien de l'ordre Tu dis il va et avoir parce que c'est un travail qui est toujours en cours ou ça a été il y a eu un bouquin déjà? alors ça n'a pas donné lieu à plus que la publication de son mémoire, pardon, mais D'accord, ce mémoire est disponible. Donc il d'accord, l'a mis sur ResearchGate en accès. ok. C'est Regard de santé publique. Alors, je sais plus le titre exact parce qu'il est un peu long. Je sais que ça commence par Regard de santé publique sur l'équipement du maintien de l'ordre, en quelque sorte. Et il propose une approche
enfin, il constate déjà comment ça marche, on va dire, le, le choix d'une nouvelle arme en maintien de l'ordre. Ouais. Il décrit le processus actuel. Donc, regard de santé publique sur l'équipement des forces de l'ordre, une approche comparative des dispositions légales du processus d'examen, d'évaluation et d'autorisation des armes, munitions et substances dans le maintien et rétablissement de l'ordre en France et au Royaume-Uni. Ok. Donc, tu vois, c'est C'est un titre un peu comparatif balèze. alors. Tiens, bonjour Je vais balancer le Marie-Caténostrum. lien. On peut mettre des liens dans Twitch ou ça bug? Non, on peut pas. Ah, on peut Ça pas. fait trois petites étoiles. Tu Ok, peux bah je vais vous mettre, copier mais peut-être si tu mets les mots, puis au lieu des points, tu mets un espace, je sais pas, où tu écris point. Exactement. Voilà. Je vais vous mettre le texte du truc. Et ceux qui veulent, ils peuvent copier-coller. Et je vais vous mettre le DOI en lien. Alors, en fait, le DOI, c'est le numéro d'identification numérique qui permet de retrouver une publication scientifique. Voilà. D'accord. Ok. Donc, comme ça, on peut le retrouver assez facilement si on copie-colle le titre ou ça. Ah ouais. Regard de santé publique sur l'équipement des forces de l'ordre, une approche comparative des dispositions légales du processus d'examen, d'évaluation et d'autorisation des armes, munitions et substances dans le maintien et le rétablissement de l'ordre en France et au Royaume-Uni. Voilà. Ben, très bien. Beau, joli Ouais. programme. Ah, c'est un super travail qu'il a fait parce que du coup, il a pu, au sein de la gendarmerie, non seulement écrire pour le petit journal de la gendarmerie, enfin, il y avait ils ont un petit magazine dédié aux gendarmes, donc il a pu écrire dedans et parler des dangers des gaz lacrymogènes dedans. Ouais. Et en plus, il a pu voir comment on décide d'utiliser une nouvelle arme. Et en résumé, il n'y a pas vraiment d'évaluation de la sécurité. Ah oui, d'accord. Ah ouais. Il y a uniquement une évaluation de l'efficacité. Ah ouais, Est-ce que d'accord. le constructeur répond bien aux attentes qu'on espère? Et donc, Ok. du coup, oui, il y a pas vraiment Et parmi un les travail attentes, qui est fait. il y a pas la sécurité des Il n'y a pas la manifestants. sécurité du public, voilà, qui Ah, est garantie par le constructeur, en fait. Hein, donc, ah ouais, ouais, ouais. Ok, bah super. voilà. Et ça, c'est, tu dis en 2019, parce que c'est vrai qu'en 2019, on a quand même constaté, on a eu l'impression qu'avec les Gilets jaunes et tout, il y a eu un durcissement dans les doctrines de maintien de l'ordre avec la systématisation des NAS et tout ça, quoi, tu vois. Est-ce que ça a été constaté, ça, ou Ouais, bah en fait, il y a eu. Alors, c'est un peu compliqué parce qu'on a souvent très peu de données en France. La France est très peu transparente sur les données à communiquer. Hmm, Euh, et c'est pour ça que je me suis tourné beaucoup plus vers les États-Unis. Je t'en parlerai un peu plus après. ouais, Mais je me suis beaucoup plus tourné vers les États-Unis pour comprendre le maintien de l'ordre. Mais ok. en France, on a une très faible publication des données. Ça peut s'entendre aussi, parce qu'évidemment, il en relief de la sécurité nationale, entre guillemets, enfin, du Ouais, policier et autres. Hein. Donc, on n'a peut-être pas envie nécessairement que toutes les tactiques soient publiques, que ouais, ci, que ça. Je ouais. peux comprendre. Mais en fait, ce manque de transparence et de communication crée une grosse défiance au sein de la population. Hmm, Et les pays qui communiquent, bah, finalement, ils n'ont pas nécessairement plus d'agressions envers leurs policiers, quoi. On a des statistiques, on regarde le nombre d'agressions sur policiers, par exemple. ouais, On regarde ce genre de chiffres, on essaie de les avoir. Alors, sur la France, c'est compliqué parce que les chiffres ne sont pas toujours communiqués. d'accord. Et Donc, donc, on doit s'en référer à des décisions de justice, par exemple. On va regarder le nombre de cas portés en justice. Là, il y a un gros biais parce qu'il y a eu une phase où l'outrage a été instrumentalisé ah oui. de manière financière. Ça a été documenté aussi. C'est-à-dire C'est-à-dire que instrumentalisé de manière financière. un policier va porter plainte pour outrage et va obtenir assez facilement gain de cause parce que c'est parole contre parole et que le policier est assermenté. Donc, du D'accord. coup, il gagne. Ah oui. Et il y a pas mal de cas. Alors, il y a des articles de presse qui étaient sortis à l'époque où les journalistes se rendaient compte qu'il y avait de nombreux cas où des gens étaient condamnés pour outrage alors qu'il y avait une provocation de l'agent de police, en fait, au départ. Hmm, Parfois même documenté en vidéo, qu'on arrivait à retrouver, mais que ça a quand même fait condamner la personne. d'accord. Et effectivement, c'est pas très professionnel de provoquer quelqu'un, de l'amener à faire un outrage et ensuite de se plaindre pour un outrage et de gagner de l'argent dessus, quoi. Enfin, c'était vraiment Ah oui, ok. ça qui se passait. Ouais. D'accord. Ah oui, gagner de l'argent au procès, voilà, il y avait des. Ok. Voilà, c'est ça. Des dommages. Ah bah super. Ouais, oui, en même temps, c'est vrai qu'en France, on a presque pris l'habitude de ce genre de comportement et ça fait ça, on n'est pas surpris en fait, on n'est pas du tout surpris. On voit que les policiers ils font ça, ils sont agressifs, surtout avec les jeunes pas très très blancs, voilà. On n'est pas surpris quoi.
Eh oui, Et c'est exactement ça. on devrait l'être. Bon. En tout cas, il y a eu des choses comme ça qui se sont passées. Donc c'est un peu compliqué parfois de faire les stats correctement, de regarder. Ouais. Et, et je me suis dit, on a un problème de maintien de l'ordre là en France. On a quand même des tas de situations qui sont non gérées. Et il y a le classique, comment on fait quand on estime qu'un policier s'est mal comporté? Mmh. Quel est, les Américains utilisent un terme que je trouve qui est pas qu'on peut pas traduire. Ça s'appelle l'accountability. OK. C'est la responsabilité, en fait. Ah oui. Mais Ouais, ouais. c'est un peu au-delà de ça, c'est, comment rendre des comptes par rapport à la mission qu'on a. Alors il y a l'IGPN normalement, il y a même un film là qui Et est voilà, et sorti, c'est là qu'on a récemment une là. particularité française, c'est que l'IGPN n'est pas indépendante de la police. Eh oui, c'est ça, En ouais, c'est Angleterre, on a le Home Office avec des élus, enfin, on a différents types de manières de contrôler la police et la France est régulièrement pointée par les instances internationales pour ne pas avoir une évaluation indépendante de la police. c'est-à-dire que À tel point que dans les autres pays, c'est une instance qui est détachée, qui est sans lien avec la police, quoi. C'est, pas toujours, mais c'est une, exigence internationale. d'accord. Et donc l'ONU met des cadres, en fait, de comment faire une police respectueuse des droits de l'homme et cetera et Ouais. parmi les exigences, il y a ça et donc la France ne le respecte pas et se fait régulièrement pointer pour ça. Et ça, Mais c'est curieux parce que j'ai jamais entendu ça dire par des journalistes ou même des militants, tu vois. C'est pas quelque chose de, c'est pas une bah, revendication très mise en avant alors que ça serait quand même un peu primordial, quoi. ouais, je pense que ça a été mis en avant quand même à une époque, il y avait David Dufresne qui en parlait quand même un petit peu de ça, D'accord. heu et l'indépendance, le manque d'indépendance est tel que je vais donner un exemple concret pour qu'on se réalise la gravité de la chose. Dans l'affaire Geneviève Leguet qui me concerne directement, Mm. la vieille dame là qui a été, renversée par la police, Ouais. une enquête a été ouverte par l'IGPN. Ouais. Le commissaire en cause, heu, était en fait en concubinage avec la commissaire qui enquêtait sur Ah, ce commissaire. ah ouais. Donc ceci n'était pas public, on ne le savait pas jusqu'à ce que, Ludovic Fayolle, heu, un policier subordonné à Hélène Pédoya qui était la conjointe de Rabat-Souchi, donc le commissaire, Mm. hem, bah, lui, il a lancé l'alerte. Mais le problème, c'est que s'il voulait, alerter, il aurait dû en référer à son supérieur hiérarchique, Qui qui donc était en le... référait à Hélène Pédoya. Eh Donc oui. c'était pas trop possible. Ben Donc du non. coup, il en a parlé dans la presse. Il y a un truc, qui est sorti dans Mediapart et ben, c'est lui qui a été mis à pied. Ah ben oui. Ah ben on n'est pas surpris non plus. Tiens, quelle surprise. Voilà Ah ouais, 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 c'est et vraiment un problème. Il y a vraiment un problème, ouais. et ouais, donc du coup, malheureusement, ben, il y a ce type d'actions qui se produisent réellement. L'IGPN, parfois, mène quand même des enquêtes complètes. Il y a du travail qui peut être fait correctement, mais ça dépend sur qui on tombe et le problème, c'est clairement un problème structurel d'indépendance. Mm. Si on crée une structure indépendante, qui mélange peut-être des professionnels et du civil aussi, hein, enfin, il y a le home office anglais est un modèle intéressant parce qu'il mélange, en fait, des gens de la société civile, des élus. En fait, on vote pour le home office et des, gens issus de la police. Donc on a D'accord. un mix, en quelque sorte D'accord. Ok. et ça permet à la fois d'avoir le regard professionnel qui explique aux gens et d'avoir le regard, quand même, de la société civile. Hmm. Oui, oui, oui. D'accord. Ok. Voilà, donc il y a différents modèles qui peuvent être, implémentés, auxquels on peut réfléchir, mais en tout cas, le modèle actuel est très insatisfaisant, heu, parce que le nombre de cas qui aboutissent est extrêmement faible et Hmm. Ah oui. Et et c'est surtout pas pris en compte et il y a pas d'amélioration de la police possible. ils sont Hem, faibles, ils sont extrêmement faibles. Et puis on a l'impression que les policiers sont pas beaucoup inquiétés, quoi. Même quand ils sont effectivement condamnés, on a l'impression moi, qu'ils sont, je sais pas. j'ai une approche beaucoup plus de prévention et d'éducation et j'aime pas la répression. C'est mon côté, Ouais, voilà, ouais, ouais. et du coup, j'ai même avec les policiers, j'ai pas envie de faire de la répression. Il y a d'autres manières de faire, en fait. Et Il y moi, a une j'ai première l'impression qu'il y chose a excuse-moi, je te coupe tout le temps, ouais, mais j'ai l'impression qu'il y a un vas-y, problème de vas-y. recrutement, non? Un gros problème de recrutement d'esprit qui est inculqué, d'esprit de corps, quoi, qui est pas le bon, quoi, qu'il faudrait Alors là, si tu revoir. lis Flic de Gendreau, tu as l'exemple, flagrant, hein, de quelqu'un qui s'est infiltré dans l'école de police et qui est devenu policier, et qui était journaliste en réalité.
Donc, il a écrit un bouquin qui s'appelle Flic, où il a été amené à participer à une sorte de ratonnade avec des policiers. Donc, C'est oui. le bouquin dont tu nous parlais tout à l'heure, de ce sociologue, ou c'est Non, un c'est un autre? autre. C'est C'est un un autre, autre. c'est un D'accord. journaliste. D'accord, ok. J'ai une bibliographie assez conséquente sur le sujet. D'accord. Je pourrais t'en faire part. Est-ce que tu as vu Ouais. le film qui est sorti il y a pas longtemps, Dossier 137 avec Léa Drucker? C'est sur l'IGPN Oui, alors j'ai justement. pas vu le film encore, malheureusement, mais j'ai vu des extraits et j'en ai entendu beaucoup parler. Et Voilà, je pense que ouais, c'est un peu le thème, c'est le thème de ce qu'on est en train de discuter, hein, de toute c'est façon. ça. J'ai pas l'impression qu'il soit. Parce que j'ai entendu une interview sur la chaîne Au Poste, là, la chaîne Twitch Au Poste. J'ai pas eu l'impression que Exactement, ouais. le mec était a beaucoup. Enfin, il a fait un travail de documentaire, mais pas hyper critique comme tu peux le faire, quoi. J'ai pas eu Ouais, l'impression, quoi. bah, Mais bon, peut-être je disons me qu'il y a, trompe, il y j'ai a- pas il y a vu. le côté film et culturel qui est important. Et je trouve que c'est bien que ça se fasse. Et effectivement, on peut le faire de manière plus ou moins documentée. Là, je pense, a priori, de ce que j'ai vu au poste, et j'ai regardé aussi la même émission, je pense. Ouais. De ce que j'en ai vu, ça m'a pas l'air non plus totalement à côté de la plaque. Mais Oui, il c'est faut ça. voir. Ouais. Voilà. Par contre, ça ne remplacera jamais. C'est quelque chose qui permet de sensibiliser le grand public, on va dire. Hmm, Mais ça ne remplacera jamais une étude plus approfondie bien pour sûr, ceux qui veulent creuser. bien sûr. Et donc là, il y a des auteurs spécialisés. Moi, je me suis beaucoup intéressé aux manifestations. Donc, il y a Olivier Filleul, par exemple, qui est très très bon sur ce sujet-là. Ouais. Donatella Della Porta. Enfin, il y a pas mal d'auteurs, on va dire, qu'on peut lire sur ces sujets. Et je vais te dropper des références au fur et à mesure. Ah, Là, je volontiers, t'ai juste ouais. droppé Flic de Gendreau, parce que c'est un journaliste qui a récemment, je crois que c'est 2023 ou 2024, le livre, je vais vérifier, Ok. qui a décidé de s'infiltrer dans une école de police et de dire, allez, je vais devenir flic et je vais voir ce qui se passe. Ouais, c'est excellent, c'est excellent. Ah ouais. Ouais, Ah ouais. ouais, Un peu comme Florence Aubenas chez les femmes de ménage, mais voilà. voilà. Ah non, c'est quand même plus ancien, c'est 2020. Mais voilà, il raconte que bah, il a finalement participé à une sorte de ratonnade. Donc, Ah bah super. Tu vas être ravi. ouais, donc il savait pas où s'arrêter en fait, parce que où arrêter l'infiltration. Est-ce qu'il devait tout arrêter, balancer? Enfin, il était mal par rapport à ce qu'il a vécu, hein. Bah, c'est toujours le problème, ouais, enfin, je sais pas, j'en ai pas fait, mais quand il y a des infiltrations, oui, c'est toujours le problème. Où est-ce qu'on s'arrête? Où est-ce qu'on continue de documenter? Et que pour ça, il faut pas se dénoncer, quoi. Et donc faire comme Eh les oui. autres. Voilà. C'est vrai que c'est un cas de conscience, j'imagine bien, dans ce cas-là. Mm. Exactement. Mais lui, il voulait pas mettre fin nécessairement. Il pouvait pas non plus balancer les autres. Enfin, c'était compliqué pour lui, hein, sa situation. Ouais. Ceux qui veulent regarder comment il a résolu tout ça, et bon, il a quitté un peu après, mais il a ensuite sorti un livre détaillé. Et effectivement, bah, dans le bouquin de Sébastien Rocher, il y a aussi des scènes comme ça, parce qu'il a fait des séances en immersion, on va dire, dans des commissariats, Ouais. où il va être au quotidien dans les commissariats en tant que sociologue et étudier ce qui s'y passe. Ouais. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est un détail du livre, hein, c'est juste un point qui est marqué comme ça, mais euh, lors d'une de ces séances, il va regarder comment les policiers se comportent en salle de pause. En Ouais. salle de pause, la télé tourne, il y a l'île de la Tentation, et un candidat qui a la couleur de peau noire, Ah. et ils vont tous faire des bruits de singe. Ah ouais. Ah bah super. Bah Ouais. écoute. Donc on est dans des comportements comme ça, en Ah fait, ouais, qui ouais. peuvent avoir lieu. Il ne faut pas généraliser à toute la police, mais si ça se fait en présence d'un sociologue, Bah ouais. au moment où il fait une étude, faut s'imaginer le truc, quoi. C'est pas non plus si rare que ça. Et je me suis intéressé aussi alors du coup à la perspective des policiers, hein. Il y a un livre, Le maintien de l'ordre au XXe siècle, de Caro, si je me souviens bien de l'auteur, qui est super intéressant parce que c'est écrit par un gendarme. Il retrace un peu le XXe siècle et il donne un guide sur comment gérer, on va dire, une foule, perspective du gendarme, hein, le guide du gendarme, en fait. D'accord. Donc c'est vraiment le bouquin est, Et quand tu c'est dis au vachement XXe intéressant. siècle, il parcourt lui toute la période, enfin Non, c'est parce que tout le c'est un bouquin siècle? qui a un peu d'âge. C'est un bouquin qui est D'accord. sorti, alors j'essaie de retrouver l'année de sortie, mais c'est parce qu'il est sorti en 2010. Donc du coup, il retrace un petit peu le maintien de l'ordre du XXe siècle. D'accord. Et c'est censé être un peu le guide, le tuto, quoi, pour les gendarmes, en gros. D'accord.
Voilà. Il y a différents bouquins qui existent, hein, comme ça, qui retracent, on va dire, l'histoire du maintien de l'ordre et qui donnent aussi la manière dont on doit se comporter. J'essaie de retrouver une autre référence qui est vachement intéressante. Je la retrouve pas, elle va vite, mais il y avait un autre bouquin qui détaillait en fait comment on doit faire du maintien de l'ordre et qui comparait des tactiques militaires Ouais. à des situations de manifestation. Alors ça s'appelle, ça y est, je l'ai retrouvé, c'est Philippe Cholou. Donc lui, c'est un gendarme qui a écrit L'ordre pour la liberté, approche militaire de l'art méconnu du maintien de l'ordre, Ok. avec un traité complet. Et en fait, Tu me les j'ai fileras, été... toutes ces références, je les mettrai en Ouais, description carrément. du replay. Et puis, même tu peux les mettre dans le chat, là, si tu peux faire des copier-coller. Mais... Ouais, je vais écrire L'ordre pour la liberté. Ouais, c'est super intéressant comme bouquin parce que dedans, on comprend tout de suite pourquoi ça dérape dans les manifestations françaises. Lui, il présente les manifestants comme des ennemis. Ah ouais. Ah oui, déjà à l'époque. Ouais. Et il va présenter ça comme une armée adverse et prendre comme référence des situations militaires connues, Ah ouais. des situations militaires historiques. Et ensuite dire, OK, regardez, s'il y a une rave party sauvage, il faut faire comme la stratégie de Rommel, le nazi, dans le désert, quand il a Ouais. réussi à gagner la guerre. Comment il a fait? En fait, il repérait le centre de gravité de l'adversaire. Et en privant l'adversaire de son centre de gravité, il le privait en fait de tout son commandement et de toute sa structure. Donc il ne ciblait jamais Ok. l'armée globale, l'ennemi global. Il cherchait toujours à identifier le centre de gravité de l'adversaire et de taper sur son centre de gravité pour le faire chuter. Attends, Voilà quand la tu parles logique. centre de gravité, tu parles d'un individu, d'une personne, pas d'une masse ou... Ça peut être une structure, ça peut être un élément, et justement, c'est ça qui est drôle. D'accord. Dans le cas de Rommel, il va décrire comment Rommel a réussi à déstabiliser une armée adverse en tapant sur une partie du corps de l'armée, une partie qui protégeait le commandement, une sorte de division, etc. Voilà. Mais bon, oui, c'est Et vrai, donc, ce qui est choquant dans ce que tu dis, c'est qu'il se réfère à la guerre, quoi. Alors que là, ouais. c'est des manifestants Et donc, pacifiques, a priori, quand tu la as plupart une du rave temps. party sauvage et que tu veux l'éteindre, le Ouais, centre ouais. de gravité, c'est la sono. Donc, tous tes efforts doivent être concentrés pour foncer sur la sono et confisquer la sono. C'est Voilà n'importe comment quoi. c'est décrit dans ce bouquin. Et ça va encore plus les énerver, les mecs. Si tu laisses la sono, ils vont C'est danser, ils vont... exactement ce que je pense. Mais en fait, c'est le meilleur moyen de foutre le bordel, en Ah fait. bah Mais, ouais, c'est clair. C'est mais fou, c'est ça. une logique de tactique militaire. C'est-à-dire que tu dis, si tu considères que la rave party, c'est ton ennemi, et que c'est tous Ouais. tes ennemis, et qu'il faut casser leur centre de gravité, que leur centre de gravité, c'est la sono, ça explique la tactique. Et ça m'explique un petit peu pourquoi j'ai l'impression qu'ils expliquent. Je suis pas certain que ce soit le cas, hein, mais des fois, je vois cette application dans la confiscation d'une banderole. Ouais, Je vois ouais. parfois des manifs pas très violentes, et je vois un groupe de gendarmes foncer sur une banderole, l'arracher ultra violemment et la prendre et partir avec. Ah ouais, Je me dis, ouais. mais quel est leur intérêt de faire C'est ça? ça, c'est le centre de Et gravité. Et après, si... ils le voient comme un centre de gravité tactique, oui, ça se comprend. Et après, tu sais, après, j'entendais ça dans la presse, ça c'est bizarre. Et ils la mettent à l'envers et puis ils se font prendre en photo avec. Et c'est comme s'ils avaient pris un gibier, là. Tu vois? C'est pas quelque chose qui se passait couramment. Ça, c'est Non? une nouveauté. C'est C'est nouveau, quelque ouais, chose c'est qui a ça, ouais. choqué. En fait, c'est pas vraiment une nouveauté parce que c'est quelque chose que je connais depuis longtemps. C'est les néo-nazis qui font ça. Ils Ah, font ça voilà. avec les drapeaux antifa d'habitude. Ouais. Et là, en fait, ils ont repris les codes des néo-nazis, des groupuscules néo-nazis qui font ce genre de choses, alors que c'est des policiers. C'est ça, voilà. Bon, bah écoute, c'est super. Ouais. C'est Et super. c'est Donc, il y a personne, il n'y a pas un penseur attaché au gouvernement ou qui fait des manuels pour les... qui a pensé qu'en fait, les manifestations des gens qui râlent parce que pour les retraites ou qui font des rave parties, c'est pas des ennemis et c'est pas la guerre, quoi. Et que du coup, fallait mettre en œuvre d'autres stratégies, peut-être un peu moins guerrières, quoi. peut-être que ça existe. Je veux pas dire que ça n'existe pas. C'est juste qu'en cherchant
du côté plus policier, gendarme, traité, cour, etc., je n'ai pas trouvé ce genre de choses. Il faut aller chez les militants, chez le défenseur des droits, chez les sociologues, pour trouver des contenus qui vont dans ce sens-là. Parce que toi, tu as Mais trouvé des contenus de gendarmes ou de policiers, c'est ça, de là, formation. c'est un traité d'un gendarme qui explique aux gendarmes comment faire, en quelque Ouais, sorte. c'est ça, ouais. Et j'ai trouvé des contenus comme ça. Mais il fait autorité, ce Peut-être traité? que... Comment? Il fait autorité, ce traité, de ce gendarme? Ah, clairement, j'en sais rien. D'accord. Je te dis honnêtement, je peux pas vraiment te dire ce qui fait autorité ou pas, Mmh. parce qu'il y a pas de communication sur qu'est-ce qui fait autorité. Moi, c'est ça Ouais, que ouais, je c'est ça, ouais. regrette, c'est qu'on ne nous dise pas qu'est-ce qui fait autorité. Eh oui. Si on nous dit la police se comporte, ou les gendarmes se comportent selon telle règle, tel fonctionnement, avec telle inspiration, Mmh. telle. Telle Là, doctrine, on n'a pas vraiment. ouais. La doctrine, elle est. Il y a des livres blancs, il y a des choses qui sortent, mais c'est plus des recommandations ministérielles. Mais enfin, pour moi, c'est assez opaque. D'accord. Et donc, ça manque un petit peu de. Peut-être que c'est organisé, j'en sais rien, mais en tout cas, ça manque d'explications pour que le tout venant comme moi, qui est passé quand même beaucoup de temps à essayer de chercher, à essayer de comprendre, Ouais, ouais. bah, ait l'information correctement. Alors, peut-être que je Et suis très les nul, hein, ça peut être le cas, mais faut, je c'est faut me pas prendre l'im par la main un peu plus alors dans ce c'est cas-là. pas l'impression que j'ai, mais et les sociologues ou les journalistes qui font de l'infiltration, ils ont pas ils ont pas pu déterminer ça? Bah justement, le défenseur des droits fait des rapports où il s'offusque du fait qu'on va utiliser encore des concepts de psychologie des foules datant du début du XXe siècle, D'accord. euh, Ouais. alors qu'on n'est plus du tout dans ça. Bah oui. Mmh. On, on s'est rendu compte que c'était des théories qui étaient bon, qui avaient l'avantage de développer un peu de psychologie des foules au départ, mais qui étaient quand même... Oui, on a affiné notre savoir depuis. Hein, quoi. j'imagine qu'on a progressé, ouais. On a quand même progressé depuis cette époque. Et C'est ça. c'est des livres qui vont dire que la foule est bête et abrutie, qu'on peut pas communiquer avec. Ouais, c'est ça, ouais. Donc du coup, bah, si on peut pas communiquer avec, on n'essaye même pas. Mmh. Et ouais, donc il y a plusieurs éléments comme ça qui m'ont marqué, où je me suis dit: «Mais comment est-ce que c'est possible qu'on déjà qu'on ne sache pas exactement sur quoi il s'appuie, mais en plus que ce soit aussi peu réfléchi, aussi peu, basé sur la science et sur des choses comme ça?» Et puis je me suis rendu compte que, bah, là où je vais avoir de l'information, c'est pas en France, c'est à l'étranger. Là, il y a beaucoup plus de transparence. Hem, Au Chili, par exemple, le guide, des tactiques de maintien de l'ordre a été leaké par des policiers. Et donc on D'accord. a un gros guide de 150 pages qui explique toutes les tactiques de maintien de l'ordre. OK. Ah oui, et ça, Voilà. on n'a pas. Et oui, c'est vrai que parce que c'est quand même un service public, donc on pourrait exiger d'avoir un peu de transparence sur ce qui se passe et comment c'est Ouais, géré, moi, je quoi. trouve qu'on devrait, en tant que société civile, s'en saisir beaucoup plus Ouais, ouais, tout et à fait, dire, ouais. ouais, c'est un service public qu'on a. Moi, ma ligne personnelle, elle est un petit peu, bizarre sur ça. Parce que moi, à titre personnel, j'estime que c'est un service public qui pourrait être remplacé par d'autres types de services publics dans de nombreuses occasions. Je m'explique. Hem, on Là où intervient la police, ça peut être un problème de voisinage, par exemple. Mhm. Est-ce que j'ai besoin d'un policier en uniforme pour régler une situation de voisinage? Peut-être qu'on pourrait mettre en place, en œuvre, des alternatives à un homme, en uniforme avec une arme. Oui. On peut mettre en place des médiateurs, de voisinage ou des choses comme ça. Enfin, on peut Mhm. trouver des solutions qui sont peut-être, moins appréciés par les gens les plus autoritaires Ouais. et qui permettent peut-être de résoudre les situations qui peuvent être résolues déjà par la parole. Et puis garder éventuellement une force d'intervention, Oui, à disposition pour les cas où ça dégénère. bien sûr. Mais, avoir, déjà en première intention des choses plus efficaces en quelque sorte. Évaluer Oui. l'efficacité et choisir ce qui est le plus efficace. Et je dis ça parce qu'aux États-Unis, il y a tout un pan de scientifiques et courants qui commencent à dire: «Ouais, mais en fait, on a besoin d'améliorer les services sociaux, les services psychiatriques notamment, hein, les infirmiers et cetera». Parce qu'en réalité, la plupart des interventions sont sur des problèmes psychiatriques aux États-Unis. Enfin, beaucoup d'interventions Ah ouais. impliquant la force sont sur des cas psychiatriques. Je suis sûr qu'en France, c'est Et pareil d'ailleurs, hein. je sais pas si c'est le cas, j'ai pas les stats en Oui, France. on Aux sait États-Unis, pas. on a des stats. Ouais, et donc, ces stats-là, bah, elles nous montrent qu'il y a quand même beaucoup de cas psychiatriques qui sont où la police intervient et
quand on regarde, si on a appelé une ambulance à la place d'appeler un policier, bah, l'issue est souvent beaucoup moins violente Ah et oui. beaucoup plus efficace. Mmh. Est-ce que le policier est nul et bête? Non. Il est juste pas formé de la même façon qu'un infirmier. Bien sûr. Donc on a 2 alternatives. Soit on peut décider de choisir que ce soit des intervenants non policiers, non rattachés au ministère de l'intérieur et cetera, qui interviennent dans ces situations-là. C'est plutôt ce que je privilégie moi. Mmh. Et on Bien peut sûr. aussi, vouloir une force de police, je peux l'accepter et dans ce cas-là, on pourrait dire: «Bah, il faut les former, Mmh. des unités formées au cas psychiatrique, en fait». Tu veux que la Et police devienne woke, c'est ça? bah, pas nécessairement woke, hein, attention, c'est juste être capable, en mesure de communiquer avec une personne ayant des troubles psychiatriques et reconnaître ses troubles Heu, et hem et être en mesure de désamorcer ce genre de situation. Parce qu'évidemment, si on n'a aucune formation et qu'on ne sait pas comment gérer une situation comme ça, bah, on peut vite perdre ses nerfs, hein. oui, oui, ah bah, oui, Hein. ça peut Déjà, rien être que connaître les pathologies qui existent, comprendre comment elles fonctionnent, comprendre les besoins de la personne, ça peut peut-être changer beaucoup de choses. Parce que peut-être qu'elle a pas besoin d'un coup de taser, mais juste d'un médicament qu'elle demande à prendre d'ailleurs, c'est parfois. ça. Ou d'une écoute, peut-être aussi. Ou d'une écoute, mais enfin, moi, j'ai des situations où, je parle de médicaments concrètement parce que c'est du vécu personnel, en garde à vue, des personnes à qui on n'a pas donné leur traitement Ah ouais, et c'est qui ça. ensuite, vont dérailler durant la nuit. Mmh. Et qu'on présente comme agressifs envers la police et cetera, alors qu'en fait, il suffisait de leur donner leur traitement à temps, au moment où ils l'ont demandé. C'est ça. Oui, le Ouais. problème, c'est que, oui, ce que je disais un peu tout à l'heure, il y a vraiment un gros problème de formation et de recrutement, je sais pas, mais de formation en tout cas au sein de la police, quoi. Heu, on en revient un peu C'est là, quoi. exactement ça, c'est on pourrait leur donner des outils, pratiques sur ces éléments-là et la il y a un livre qui m'a marqué, c'est celui de la réforme Obama, en fait. Eh Alors salut carte à puce, excuse-moi. ouais, salut carte à puce au passage et ouais, bah, en fait, Obama a essayé de lancer un truc avec des gens qui s'intéressaient au maintien de l'ordre, issus du monde de la police et cetera, pour réformer la police américaine, en profondeur. D'accord. Et ça a pas pu être mis en place et évalué parce que le temps que ce soit discuté, préparé et cetera, son mandat a pris fin et Trump est arrivé et cetera. Donc du coup, malheureusement, Mmh. on n'a pas vraiment eu d'application de ce système. Et donc c'était un Et système moi, j'ai pour, lu un livre, mettre à jour la formation et tout ça? c'est une idée qu'ils avaient, alors je sais pas si c'est efficace. Mmh. C'est un truc qui m'a, en apparence, paru intéressant. En tout cas, Mmh. je trouve bien. Le détail se trouve dans un bouquin qu'ils ont écrit, du coup, les auteurs de cette réforme, qui s'appelle The New World of Police Accountability. Donc le nouveau monde de la responsabilité de la police. Mmh. Et ils voulaient, ici, introduire la notion que c'est une faute professionnelle si tu as un collègue qui, est violent et cetera et que tu le couvres. Mmh. Que tu as une obligation de protéger une personne contre une violence policière. Des choses Mmh. comme ça. Donc introduire d'autres cadres, en fait. Mais le centre de ce qu'ils voulaient mettre en place était celui d'un système où on peut, très facilement, porter plainte ou faire un Mmh. retour Ouais, sur une interaction avec la police. d'accord. Je me plains d'un policier raciste, je me plains d'un truc. Le problème, c'est que c'est parole contre parole et que si on commence à accepter toutes les paroles, il y a des esprits malveillants qui vont en profiter. Eh oui. Moi, je suis prof, j'ai tout le temps des élèves qui s'amusent à dire que les profs, font ci, font ça, c'est tous des Mmh. méchants et accusent les profs, alors que je sais très bien que c'est l'élève qui a fait des bêtises. Ouais, Voilà. ouais, ouais. Je donne cet exemple-là pour montrer que c'est pas que qu'il y a qu'un corps de métier qui est touché. Donc évidemment, ça peut tout à fait arriver que quelqu'un accuse un policier à tort parce que, bah, il veut en profiter et cetera et qu'il a lui-même ses torts. Ça existe. Je veux Oui, bien pas sûr, on va pas le voilà. nier. Ouais, ouais. Le gros problème, c'est que souvent dans le côté militant, quand on le dit, c'est c'est un peu mal perçu, on veut pas l'assumer, mais ça existe Oui, aussi oui, oui. Bon et après, oui, si tu es une femme qui s'est fait violer par la police et que tu dois aller porter plainte à la police, c'est compliqué, c'est sûr. exactement, c'est tout à fait exactement, il y a tous ces problèmes-là qu'il faut signaler Mmh. et bon, il y a cette situation qui justifie, on va dire, de donner du crédit à la parole du policier, de pas poursuivre systématiquement tout policier sur la moindre allégation. Mmh, Ouais bien sûr. Oui. et les Américains ont trouvé une solution assez intéressante à ça. Ils ont dit: «OK, il y a beaucoup de cas où on n'aura pas de preuves matérielles, on peut pas aller au bout, donc on pourra
pas vraiment tirer le vrai du faux. On Mmh. aura une allégation de racisme, mais est-ce qu'il est vraiment raciste? On n'en sait rien. Est-ce qu'il y a vraiment eu le comportement raciste? Bah, on n'a pas les preuves matérielles Mmh. et donc on peut pas vraiment sanctionner le policier et ça ira pas au bout et Mmh. donc on pourra enfin, même s'il l'est, hein, on pourra pas le sanctionner parce qu'on n'a Mmh. pas de preuves matérielles et que c'est parole contre parole et donc ils ont proposé d'exploiter autrement ces plaintes. De dire: «Il faut favoriser au maximum l'enregistrement de telles plaintes, de manière à faire des statistiques individuelles pour chaque policier». On va pas les faire nominatifs, ça va pas être le nom du policier, mais ça va être son numéro d'identifiant Ouais, et on aura le nombre de plaintes d'accord. et imaginons que la moyenne du poste de police, ce soit, 3-4 plaintes pour racisme par mois Ouais. et tu vas avoir un numéro qui va sortir du lot et qui va avoir 20 plaintes pour racisme. Mmh. Là, on va identifier quelqu'un qui potentiellement a un comportement qui pose problème Mmh. et plutôt que de le sanctionner parce qu'on n'a pas la preuve ultime et qu'on peut pas le sanctionner pour, 20 plaintes, on va le Ouais, former. moi je trouve qu'on peut. Oui, on pourrait peut-être, mais le problème c'est que enfin, quand tu as pas la preuve matérielle, c'est compliqué Ouais, vraiment, hein, ouais, d'aller ouais, ouais. juridique, hein, si je respecte l'état de droit. Oui, 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 bien sûr. Après, on peut changer les règles du jeu. On peut dire: «Bon, si tu as 20 témoignages, ça vaut assez, on le colle en» voilà, mais Mmh. c'est vraiment compliqué, hein, Mmh. je peux comprendre que la justice, je suis pas juriste, mais on a des règles qui sont quand même faites d'une manière à ce qu'on protège quand même les droits de chacun. Ouais, ouais, tout à Je peux fait. comprendre qu'il faille, protéger les droits aussi du policier. Oui. Mais du coup, plutôt que de le sanctionner, bah, on va le former. On va dire: Oui, «OK, très bien. on peut pas prouver que tu es en tort, mais il y a 20 personnes qui se sont plaintes de toi». Ouais. Donc, comme il y a 20 personnes qui se sont plaintes de toi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te proposer une formation où tu vas découvrir le racisme systémique, où tu vas découvrir, tes propres biais, parce que tu es pas raciste toi-même, tu te dis non raciste, mais, tu as des biais intégrés. Donc, on va Mmh. voir comment tu peux faire toi-même pour lutter contre ces biais, pour activement te déconstruire. Mmh. Et bon, j'emploie des mots un peu provoques exprès, mais Oui, c'est oui, oh, bon, c'est un mot qui les choquerait, mais l'idée, c'est pas de les déconstruire, mais c'est de bah, de comprendre pourquoi est-ce qu'on a ce biais raciste et bah, de comprendre comment on peut, heu, se comporter pour pas en être affecté trop, comment on peut limiter ses effets. si le mec Donc il a 20 plaintes, pour racisme, c'est sûr que s'il est pas raciste, il a au moins un gros problème de communication, quoi, hein. c'est exactement ça, mais c'est souvent le cas, en fait, c'est que les gens ne se pensent pas racistes quand ils le sont Eh oui. ou qu'ils ont des propos qui le sont. La plupart des gens qui tiennent des propos racistes ne s'en rendent pas compte, hein, je pense que même moi, ça peut m'arriver d'avoir des sorties parfois sans m'en rendre compte. Parce qu'il y a un racisme qui est intégré, en fait, dans la société Eh oui. Eh et oui, ce c'est qui est vrai que quand important, tu as imité l'accent camerounais là, hors live, ça m'a un peu choqué. Non, je rigole. j'ai fait ça. Je rigole. Vas-y, tu lances une rumeur sur moi, les gens qui vont croire que je l'ai fait. Ne clippez pas ça, c'est faux, hein. Ouais, non, mais ouais. Et Bah, en tout cas, oui, il y a excuse-moi. des choses qui se font parfois, où on se rend pas compte qu'on fait des trucs, qui peuvent être un peu racistes Eh oui. ou parce que c'est intégré, en fait. C'est Non, mais intégré, c'est ça, c'est en ça. Oh, nous bah, moi, quand j'étais petit, et je hurlais de rire aux blagues de... Comment il s'appelait celui qui imitait, là? Zut, son nom m'échappe. Celui qui imitait les accents, justement. Un imitateur. Bref. Enfin, ça me faisait rire et j'avais absolument pas conscience que c'était raciste, quoi. Voilà. exactement. Voilà. Ouais et ce genre de truc, bah, on peut travailler dessus, en fait. Quand on se rend compte que c'est un problème, quand on comprend pourquoi c'est un problème et cetera, là, on peut commencer à travailler dessus. Mais il faut d'abord, bah, en discuter, en parler, être capable de et ça se fera jamais dans un contexte de salle de pause de policiers où on fait des bruits de singe quand il y a koh quoi. Bah, c'est Donc clair. heu, donc c'est pour ça que sortir le policier de son élément, l'amener dans une formation et l'amener à réfléchir sur certaines notions, bah, c'est quelque chose qui était mis en avant et proposé et qui était assez intéressant, quoi. Je trouvais ça pas mal comme réforme, Hmm. heu, même si c'est pas aussi loin que ce que moi j'aurais proposé, vu ce que je t'ai dit au début. C'est quelque chose que je trouvais quand même assez, pertinent et intéressant. Un peu comme pour les D'avoir mis permis les de points. conduire, là, quand tu as plus de points, tu dois faire un stage pour récupérer tes points, quoi. Ouais, c'est un peu ça, voilà, à force, on remarque que avec les femmes, tu es tout le temps misogyne. Bah, il y Hmm. a un petit problème de fond qu'on va essayer de discuter. On va voir ce Hmm. qu'on peut faire pour te faire réfléchir sur ça et puis, ils évaluaient l'efficacité à chaque fois. C'est-à-dire qu'ensuite, ils regardaient si le nombre de plaintes était réduit après intervention et donc Hmm. ensuite,
ils allaient sélectionner les interventions qui étaient les plus efficaces pour réduire les plaintes. C'est tout un système qui était mis en place, quoi, qui était vraiment pas mal. Avec, du coup, ils montraient les types d'interventions qu'ils faisaient pour réduire, etc. Enfin, c'était vraiment top. Et après, C'est un Trump gros bouquin. Faut se le farcir parce qu'il y a quand même, ça parle pas que de ça, mais ça parle de beaucoup de choses et ça justifie en détail ce programme-là. Mais en tout cas, c'est un exemple d'idées qui existent, qui sont mises en avant par des gens du maintien de l'ordre et qui auraient peut-être gagné à être faits, quoi. C'est Donc ça. voilà, Et après, Trump est arrivé, ça a tout mis par terre, tu disais. exactement. Ouais. Ouais, malheureusement. Et oui, et en France, on n'a pas d'écrit équivalent de gens qui cherchent dans cette direction-là, quoi. En France, on a des gens qui cherchent un petit peu, qui proposent des choses, mais ça reste pas ça vient pas du monde de la police, on va dire, Ouais, c'est malheureusement. toujours le monde associatif des militants ou des Ouais. politiques éventuellement de Mm. gauche, quoi. Ouais, il y a des propositions, il y a des choses qui sont faites. Ça va souvent pas aussi loin que les Américains parce qu'on a tellement pas de données, d'éléments et de concret que c'est un peu compliqué, tu vois, de faire des propositions quand t'as pas de data, quoi. Euh, Bah, il faut on que a je quand même on a pose quand même deux secondes si tu me permets. Oui, Il bien faut que sûr, pas de souci. je te reprends tout de suite. Ok, pas de problème. Ok. Voilà, bah écoutez, on va écouter un peu de musique pendant ce temps, apparemment. Il y a un petit... Alors, voyons voir, où est-ce qu'elle est ma musique? Ah, ma souris. Il va revenir avant que j'ai... Avant que j'ai... Voilà. Sinon, on peut écouter le dernier entretien que j'ai fait avec lui, voyons. On aura l'impression qu'il est là encore. Où on pense que c'est les Ouïghours. Parce qu'une étude où tu Voilà. as un Ah nombre de oui, je vais décès, faire où la comme moyenne si de je décès est à l'écoutais. 30 ans, Ah très oui, oui, nombreux, ouais. situés en Chine, où ils font où ils étudient la génétique de différentes sous-populations chinoises, Ah il y ouais, a eu ouais. des gros soupçons de la Et communauté ouais. scientifique sur la provenance des données, on va dire. Ok. Euh, voilà, donc il Moi, y a des j'arrête trucs là. comme ça qui C'est se pas font, drôle. qui sont assez D'accord. horribles. Super. Ouais. Ouais, ça fait peur en fait. Et en fait, il y avait des journaux sur... On va mettre de la musique plutôt. Et moi, je continue à dessiner. Hein. Vous avez vu, j'avance un peu quand même. Ah, c'est un peu fort. C'est un peu fort. Bon, en tout cas, c'est intéressant. Hein. C'est chouette. Hein. Ouais. C'est des streams de qualité ici quand même. Hein. Les invités. Allez, je continue à dessiner. Voilà, donc moi je fais la planche 42. La dernière fois, on a fini la planche 41 que j'ai en partie refaite au niveau des décors parce que j'avais décidé que finalement on n'était plus à Alexandrie, mais ah bah revoilà notre ami Alexander. Ouais, j'ai juste dû ouvrir la porte parce que ma copine a oublié ses clés. Ah, ce sont des choses qui arrivent. Écoute, tu pouvais lui dire non, je suis occupé, je suis en stream. Voilà. Très Voilà. bien. Alors, qu'est-ce qu'on racontait? Qu'est-ce qu'on racontait? Oui, tu me parlais des Américains et des gens de la police qui avaient eu des bonnes idées qui n'ont pas pu être mises en œuvre parce que Trump est arrivé. Est-ce que j'avais une question qui me taraudait? Est-ce que tu sais si depuis que Trump est arrivé, ça a beaucoup mis le bazar dans la police américaine et que il se passe des choses plus graves qu'avant? Est-ce que tu as Bah, de données là-dessus? aujourd'hui, on a le système américain est différent du nôtre. On a le système fédéral, les shérifs, etc. Il faut bien comprendre comment Oui, ça c'est marche. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais en fait, Trump contrôle le fédéral. Et du coup, il met au niveau fédéral des polices qui sont rejetées par le local, notamment les polices anti-immigration, etc. Tu en as peut-être entendu parler, hein. C'est Ouais, assez horrible. ouais, Lui, il met en place une police fédérale qui fait la chasse aux migrants, aux immigrés, etc. ok. Avec derrière les États et les populations qui ne sont pas du tout en raccord avec cette police fédérale. Mais Trump a, je pense, totalement changé le rôle de la police fédérale Hmm. et a totalement cassé ces choses-là. La police fédérale, Mais c'est-à-dire lui, c'est la police qui gère tous les États, quoi. C'est une police qui voilà. est au-dessus Il y de tous a, les États. les États-Unis sont des États-Unis, donc il y a chaque État qui a sa Sa police, police, voilà. avec parfois même les villes qui ont leur shérif, etc. Enfin, c'est un système où on élit le shérif, on vote pour un shérif. Oui, voilà. C'est une personnalité politique, le shérif. Hmm. Et c'est des moyens qui sont locaux, en fait, hein. Et avec une police fédérale qui existe, qui est celle de la Fédération des États-Unis en Hmm. entier.
et donc à laquelle on peut faire appel pour les historiographes comme renfort en fait par rapport au local. C'est ça. L'Allemagne a un fonctionnement fédéral aussi, par exemple. Ouais, ouais. C'est En pour ça. Allemagne, on a des Länder, des régions, qui ont chacune leur police, et c'est assez drôle parce qu'il y a des régions où il y a des gaz lacrymogènes, il y a des régions où il n'y en a pas. D'accord. Donc la dotation en équipement est différente selon les Länder en Allemagne. Ok. Et en renfort, on a une police fédérale. Et par-dessus ça, on peut demander à la région voisine ou l'État voisin de ramener un peu de police quand on a une situation d'urgence. Bien sûr. Ouais. C'est pour ça que aux États-Unis, dans les séries, là, quand il y a un petit meurtre, ils ont toujours peur que les fédéraux arrivent et leur prennent l'affaire, hein, parce que voilà. Exactement, parce qu'il y a la police locale qui veut traiter cette affaire localement, et Voilà. puis la police fédérale qui arrive parce que c'est quelque chose de plus important, de plus conséquent, et que c'est C'est son ça. rôle d'intervenir parce qu'elle a des compétences spéciales. Ouais, Enfin, c'est ça. donc, dans les séries télé, on regarde toujours ceux qui ont les plus grosses compétences, donc on est souvent du côté de la police fédérale, Ouais. voir un peu comment elle travaille, etc. Parce que c'est celle qui est la plus impressionnante. Mais effectivement, cette image-là est totalement cassée maintenant, du fait de ce problème euh, de nouveau rôle de la police fédérale anti-immigration, Ah oui. choisi par Trump, avec les forces qui ont été créées pour ça. Et donc c'est un peu compliqué. Et ça, c'est quand même impopulaire, quand même. Ouais. Ouais. C'est impopulaire localement, quoique, ça dépend, hein. Moi, je suis pas aux États-Unis, je n'irai pas jusqu'à dire que je sais ce qui s'y passe. Hmm. Il y a des fans de Trump aussi, hein, faut pas l'oublier. Il Oui. y a des gens favorables à ça, je pense. Donc, Oui, c'est ça. il y a des tensions, en tout cas, par rapport à la Hmm. police fédérale, qui parfois est rejetée au niveau étatique. Hmm. Voilà. Ok. Nous, en France, on a un système très différent, il faut bien le comprendre aussi. Là, il y a pas mal de bouquins qui existent sur l'histoire de la police. C'est super intéressant de regarder d'où on vient, hein, au niveau de la police. Mais la police nationale, c'est 1944. D'accord. C'est Ah oui. c'est une police qui fait un salut nazi à la création, quoi. Ah oui, Euh, super. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. c'est Tu as raison. souvent Avant, il n'y avait pas de police exploité, nationale avant la guerre. et c'est souvent exploité et instrumentalisé. Et quand on lit les historiens, ils disent non, mais arrêtez les militants là, vous exagérez un peu. En fait, euh, il y avait une police, enfin, le policing, c'est vachement intéressant, c'est un terme américain qui n'existe pas trop en français. Le policing, la gestion du quotidien, Ok. c'est quelque chose qui se fait avec, alors, qui peut se faire sans force armée, sans désigner un policier. On peut, le policing se faisait en fait avant par des milices bourgeoises. Au tout départ, par juste le voisinage, en fait, hein, se D'accord. gérer Ah, les entre voisins voisins. vigilants, alors. Ouais. Et ensuite, il y a les bourgeois qui ont commencé à avoir, à créer des milices pour se défendre, en fait, défendre leurs biens, en quelque sorte, Ouais, ouais, je vois. défendre Bah, pour c'est eux-mêmes. Donc, sympathique. on avait des systèmes de milices bourgeoises. Ok. Et quand Ah on ouais. voulait réclamer justice ou des choses comme ça, on avait des systèmes juridiques qui existaient, Hmm. mais qui n'étaient pas nécessairement dotés d'une force armée. Et puis, ceux qui avaient des armes ou qui intervenaient en uniforme, etc., bah, c'était l'armée directement. Ah oui. Et c'est de là qu'on a cet héritage de la gendarmerie. Parce que du coup, euh, quand les villes se sont développées, euh, on a un fait historique, on va dire, je pense que c'est au XVIIe siècle qu'on peut placer le départ de la vraie police en tant que police à Paris. On va avoir la création d'une police de la ville de Paris, en quelque sorte. D'accord. Heu et cette police, elle est faite, principalement, encore une fois, par un souci de plutôt la noblesse qui avait un peu peur de ce qui se passait, notamment des assassinats qui avaient eu lieu, et du coup, qui avaient, très peur de ça, qui avaient besoin de se rassurer avec une police, qui les rassure. Et D'accord. donc il y a une préfecture de police qui est créée Ok. et qui va avoir un rôle au début avec des îlots, répartition dans la capitale, etc., de gestion de l'ordre dans la ville de Paris. Et donc c'est quelque chose qui est local, localisé à Paris. Et D'accord. les autres n'en ont pas. Puis lentement, d'autres villes vont se doter d'une police. Donc il va y avoir une police à Lyon, il va y avoir une police à Toulouse aussi. Enfin, ça va se développer ville par ville en quelque sorte. Ok. Et l'endroit où il n'y a pas de police, bah, c'est l'armée qui gère, Ok. Ah ouais. Très bien. la garde nationale. Ouais, ouais. Et, La garde nationale.
Et donc, lentement, on va arriver au système actuel. Donc, je vais zapper les étapes, hein, parce que les historiens ont fait écrire des super bouquins sur ça. Oui, oui, oui. Il y en a un qui s'appelle Vincent, qui est top, Histoire des polices en France. OK. Il était écrit à 4 auteurs. Donc, moi, j'ai échangé avec un des auteurs parce qu'il m'avait beaucoup intéressé. Il y a deux versions. Alors, il y a deux livres qui portent le même titre. Il y a Histoire des polices en France, qui est le plus ancien, de René Lévy, Ouais. qui est super bien documenté, mais qui date. Enfin, moi, j'ai lu les deux, je les ai trouvés passionnants. Et il y a Histoire des polices en France, de Emmanuel Blanchard, Vincent Denis, pardon, Arnaud Dominique Hout, Vincent Millot et Joël Cornette. Et donc, il retrace un peu cette histoire que je viens de te raconter, mais dans le détail, hein, dans le menu détail. Ouais. Et j'ai pas tout en tête. Et en fait, il présente un petit peu cette histoire de la police. Et donc, on arrive à une situation où il y a des polices dans les villes, il y a quelque chose qui dépend du militaire, qui va être la gendarmerie plus tard, dans les campagnes. Ouais. Et il faut essayer de coordonner, d'articuler tout ça. Et la volonté de fusionner les polices en une police nationale, elle est présente dès le début du XXe siècle. Il y a des premières expérimentations de fusion de police. On va OK. fusionner la police de 3-4 villes. D'accord. Ils vont avoir lieu dans les années 20, 30. OK. Et donc, les historiens disent toujours: «Eh, les militants, vous dites que la police nationale est» enfin, les militants disent toujours: «La police nationale, ça a été créé en 44 avec des saluts nazis et cetera». Ce qui est un fait réel. Oui. Mais en fait, la volonté de fusionner les polices était antérieure. C'est l'aboutissement, on va dire, de choses qui étaient déjà en place et qui étaient déjà en train de se faire. Et donc, s'il n'y avait pas eu le contexte nazi et Hitler au pouvoir à ce moment-là, bah, ça se serait fait quand même, en fait. C'est pas une Mmh. création spécifique des nazis. D'accord. Mais on a eu une police nationale qui a été créée donc en 44 avec cette volonté d'homogénéiser les pratiques et d'avoir une force de police. Donc une répartition de la France en police versus gendarmerie. Mmh. Les zones police sont les zones, grandes villes, urbaines. Les zones gendarmerie sont les zones plus campagne. D'accord. Ah oui, donc on a toujours un peu, cette idée que, voilà, les grandes villes ont la police et dans les campagnes, c'est l'armée, donc les gens. OK, OK, Et bah, on a cet héritage et c'est encore en place aujourd'hui, en fait, ouais, hein. ouais, c'est intéressant. Ah C'est oui. pour ça que quand tu regardes, quand tu vas en ville, tu as des policiers nationaux qui interviennent. Mmh. Quand tu vas, en campagne, tu as des zones beaucoup plus, gendarmes. D'accord, OK. Et Voilà. et les gendarmes et la police, donc du coup, c'est une culture très différente entre les 2 ou pas tant que ça? C'est compliqué à dire parce que je suis ni l'un ni l'autre. Oui. Heu, je pense que vu de l'extérieur, globalement, pas trop. Mmh. Pour quelqu'un qui s'y connaît et qui regarde, il saute au plafond si je dis pas trop Ouais, et il dit: ouais, «Non, ouais, bien sûr. ça n'a rien à voir» et effectivement, je pense que tout dépend de comment on regarde. Ouais, Oui, c'est des gens en uniforme qui ont une notion de maintien de l'ordre et cetera et cetera. Maintenant, la gendarmerie a une logique militaire, ouais. se targue d'une formation, beaucoup plus poussée et cetera et cetera. La police a des forces spécialisées en maintien de l'ordre, par exemple les CRS. Oui. Donc, il y a des forces spécialisées de la police. Donc je pense que on pourrait même dire qu'au sein de la police, il peut y avoir des différences marquantes entre les différents corps de la police, hein. Ouais. Donc, un spécialiste trouvera des grosses différences, un non spécialiste trouvera que ça se ressemble. Voilà, pour Et répondre clairement. par exemple, pour, Mais il y a des grosses différences. Je pense que quand on regarde de près, il y a quand même énormément de différences. Il faut bien comprendre que le droit de vote, par exemple, n'était pas possible pour les gendarmes à une époque parce que ils n'avaient pas le ah! droit de vote. Ah oui. Ouais, c'est quelque chose qui a été acquis, même enfin, il y a un droit de réserve beaucoup plus fort chez les gendarmes. Oui, Il y ils ont a, pas le droit de grève, un truc comme ça. voilà, il y a pas le droit de grève. C'est très différent, hein, c'est très, très différent. Hem, c'est militaire par rapport à une démarche qui est plus, civile Mais chez la police. je me demande, justement, comme c'est militaire, tu me disais que tout à l'heure, il y avait, ce livre de ce gendarme de ce policier qui, C'est un gendarme en ah, l'occurrence, ouais. c'était un gendarme, en l'occurrence, d'accord. Ouais. Mais Mais pourtant, alors, chez les manifestants, les gendarmes ont une image de plus sympathique. parce qu'il y a quand même cette idée de protéger les populations civiles chez le gendarme, tu vois? Ouais. Et il y a un côté plus professionnel peut-être, je sais pas, perçu en tout cas comme tel. Moi, je pense que ça dépend aussi du corps, dans lequel on est parce que
si on fait du maintien de l'ordre en mobilisant tout ce qu'on peut avoir comme force de police et donc on envoie des Bravem, Mmh. même de la BAC et cetera en maintien de l'ordre, Mmh. bah, du tout de suite, l'image de la police peut être tout à fait, entachée Eh oui. d'actes de personnes qui ne sont pas professionnels du maintien de l'ordre, alors que les CRS auront peut-être un score, beaucoup moins violent en termes de dérapage. Mmh. Encore qu'on a vu, aussi bien chez les gendarmes à Sainte-Soline que chez les CRS, des images extrêmement inquiétantes parce qu'il y a la partie discours public, où on a l'impression qu'il y a quand même un peu de sérieux et cetera et puis quand on a des vidéos qui leak, des Mmh. caméras et cetera, on voit que c'est, roue libre complet, quoi C'est et ça. moi, en tant que manifestant, j'ai vécu des moments en roue libre où je voyais des policiers, repérer un gars un peu bourré et faire exprès de le provoquer jusqu'à ce qu'il fasse n'importe quoi. Ouais, ouais, Alors, ouais. enfin, moi, dans le concept même de dire maintien de l'ordre, c'est une notion qui est discutée. Les militants aiment bien, jouer sur le mot et dire: «Mais attention, c'est maintien de l'ordre social». Mmh. Donc, leur rôle, c'est pas du tout de maintenir un ordre, type, tout est Public, rangé, tout ouais, est propre. ouais. Leur rôle, c'est de maintenir l'ordre social. C'est Voilà, pour ça qu'ils se c'est comportent comme ça. ça. Donc c'est un discours de militant. J'ai pas envie de rentrer nécessairement dedans parce que, honnêtement, je saurais pas dire. Heu, je j'ai pas envie de prêter des intentions d'organisation Ouais, malveillantes et ouais. cetera à des choses qui sont peut-être plus le fruit d'une Juste non-réflexion sur le sujet du maintien de l'ordre, mmh. en Salut réalité. Mamselle Cro. Ouais. Ouais, on parle du maintien de l'ordre aujourd'hui. OK. Salut! Je connais pas. Donc ouais, donc Écoute, ouais, bah, tu avais ces notions-là qui étaient un peu en place et donc du coup, hem, il y a, la police qui a mais une moins bonne presse, on va dire, chez les manifestants généralement, voilà, que les gendarmes chez Mamselle Cro. Alors et Mamselle Cro à Cab, c'est ça concerne aussi les gendarmes ou c'est juste les policiers? ouais, cops, c'est les policiers, non? C'est les policiers. À Gab, Gab. à Gab, à Gab. Hem et moi, je suis très souvent à Cab et compagnie et en fait, quand ça ferme quand même des portes quand tu essayes de discuter. Oui, c'est clair. Heu et j'ai pas envie nécessairement de trop me fermer les portes parce que je pense qu'on a besoin aussi de convaincre, y compris au sein du corps de la police, qu'il y a des problèmes systémiques et qu'il faut les traiter et donc je suis familier, je fais les blagues, je suis dedans et en fait, en même temps, je me dis à chaque fois que je le fais, ça peut porter préjudice à l'envie de discuter un petit peu, d'essayer de faire progresser les Mmh. choses. Ça peut être contre-productif, même si c'est «kiffant» entre guillemets. Donc j'ai envie de dire à cap, sauf quand il me parle et qu'on arrive à discuter. Bien sûr. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un problème structurel aussi dans la mesure où Ouais. syndicat Alliance qui est très 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 à droite progresse a progressé beaucoup. Enfin, je sais pas, j'ai pas idée, mais de là où je suis, j'ai l'impression que il y a quand même des syndicats qui sont très à droite qui ont un peu pris beaucoup d'ampleur ces dernières années et qui expliquent aussi peut-être une partie du comportement des policiers, quoi. Alors, je vais pas balancer qui, mais j'ai réussi à avoir des échanges informels avec des responsables, chez Alliance. Ok. Hem Je préfère pas rentrer dans le détail parce que, je sais pas si cette personne est d'accord pour que j'en parle en public. Voilà. Je préfère respecter ça. Ces échanges portaient principalement moi j'ai essayé de la sensibiliser au problème des gaz lacrymogènes, Ouais. en me disant: «Bah, c'est quand même votre santé aussi qui est en jeu» et je lui ai présenté des cas de violences policières concrets dans un échange totalement informel. En disant: «En fait, je comprends votre position, vous devez, être sous pression et cetera, j'ai pas envie de vous heurter, mais voilà ma perspective de militant et voilà ce que moi je vois et je voudrais, savoir ce que vous en pensez, sans qu'il y ait de pression médiatique autour, entre nous» Mhm. Mhm. et ça m'a permis d'ouvrir une porte, on va dire, de discuter, heu, d'avoir quelqu'un qui en plus, alors lui, il considère que Alliance n'est pas d'extrême droite. D'accord. Il rejette ça. Et il a Et des je dis: «OK, arguments pour bah, il dit ou c'est juste son qu'il est opinion? détesté par les gens, qui votent RN et compagnie, qu'il se fait toujours reprocher justement de pas être assez machin, machin par les gens, de son propre syndicat. Donc hem,
Bah, s'il se fait Je ne sais reprocher par pas. les gens de son propre syndicat d'être pas assez d'extrême droite, c'est peut-être que le syndicat est un peu d'extrême droite, du coup, non? Il a attiré un peu les gens comme ça, les gens avec ce profil-là. Ouais. Mais en même temps, il était réaliste, il a dit: «On est dans la police», il y a beaucoup de gens comme ça aussi, hein. Il faut l'assumer Bah, et pas nécessairement, en fait, c'est ça le ouais problème. et moi je pense que, je sais pas si j'ai pas envie de rentrer trop dans le détail sur ces échanges-là qui sont informels et je sais pas quelle est leur portée. Ça ne représente pas la parole du syndicat Alliance en plus. Ouais, bien sûr. Mais ce que je me dis, c'est qu'il y a moyen en tout cas, il a compris les problèmes systémiques que j'ai évoqués. Bon, Je lui ai fourni des moyens de reconnaître les tatouages nazis, les trucs comme ça et j'aimerais les inciter à exclure de leur syndicat s'ils veulent être, moi je préfère les «prendre dans leur propre jeu» entre guillemets. Mais mmh, je lui ai dit, les yeux dans les yeux, je lui ai dit: «Si tu ne veux pas être d'extrême droite, fasciste ou autre, OK. Donc dans ce cas-là, quelqu'un qui a un tatouage dog whistle nazi doit être exclu de ton syndicat par exemple, Sarkozy, le et tu petit peux Louis l'annoncer Louis publiquement». Sarkozy peut pas rentrer. Voilà, tu peux dire: «Là, c'est des symboles fascistes. Nous sommes un syndicat qui n'est pas fasciste, nous le refusons». Donc je préfère, prendre au pied de la lettre ce que me dit quelqu'un, même si je le crois pas tout à fait, Mmh, sincère dans sa démarche et me dire: «OK, bah, dans ce cas-là, mettons en place les éléments, qui te permettent d'atteindre l'objectif que tu annonces» bien sûr. et je préfère je le faire comme ça et hem et donc je me dis, j'essaye d'aller sur ce terrain-là, quoi, voilà Voilà. et j'ai eu des retours assez positifs pour l'instant avec cette personne, même si c'est pas toujours suivi à fond. J'ai remarqué une inflexion de sa communication publique, OK. heu et c'est pas nécessairement une grande victoire et cetera, mais je trouve ça intéressant d'arriver quand même à dialoguer et à faire progresser les choses. J'espère que, ça apportera plus de fruits que juste une inflexion d'un discours public, hein. C'est clairement rien du tout, c'est pas une grande victoire, Oui, mais je oui. pense que ça peut être intéressant d'échanger et de montrer, de prouver les choses et quand, au Chili, j'ai obtenu beaucoup plus. C'est là que c'est intéressant. Enfin, je vais peut-être répondre à Mzelkro, Ouais, qui nous parle de Sainte-Soline. oui. Côté gendarme, tu comprends que c'est systémique et que l'effet de meute ne permet plus le dialogue. En fait, pour casser un problème systémique, j'estime qu'on peut y aller par le dialogue. On peut justement convaincre certains décideurs, certains responsables, qu'il y a un problème systémique au sein de leur corps de métier et les faire travailler dessus. Et je vais donner l'exemple du Chili, où là, je suis très content de ce que j'avais fait avec ce j'en avais déjà parlé, hein, je crois un petit peu, hein, je sais pas si tu te souviens, de Daniel Daniel? Soto, S-O-T-O. OK. Je vais rentrer un peu plus dans le détail de ce que j'ai fait avec lui, parce que c'était super intéressant. Ouais. En fait, il y a des manifestants chiliens, qui se plaignent de gaz, j'ai la gorge irritée, et qui lancent des théories, qui ont la peau brûlée, en fait. Qui lancent des théories en disant, ils ont mis de l'acide dans les canons à eau Mmh. et moi je dis: «Non, mais s'ils mettaient de l'acide dans leurs canons à eau, ils casseraient leurs canons à eau Mmh. et donc du coup, ils pourraient les utiliser qu'à une manif». Mmh. Surtout concentrés, au point que ça fait des brûlures. C'est débile, en fait. C'est pas une théorie qui tient la route. Mmh. Par OK. contre, j'ai vu utiliser du gaz lacrymogène en 1986 en Allemagne, mélangé à de l'eau de canon à eau et Ah donc il est ouais, très probable qu'ils aient mélangé du gaz lacrymo au canon à eau. d'accord. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs récemment, en Géorgie aussi. Il y a eu des choses assez graves qui se sont passées à ce niveau-là. Hem et donc quand on fait ça, en fait, on envoie avec une grosse pression des molécules chimiques très irritantes sur la peau et on peut faire des brûlures assez graves et il y avait des grosses brûlures en Allemagne et évidemment au Chili, ça correspondait à peu près à ça. OK. Le truc, c'est que c'est un équipement qui est vendu par les gens qui vendent des équipements aux forces de l'ordre et c'est légal, c'est pas interdit. De mettre le gaz lacrymo dans le canon à eau, dans le Ouais, dans le ça mode se vend, d'emploi du truc, c'est marqué: «Vous pouvez tu le faire mode ça», d'emploi, tu as des bonbonnes, tu as même des canons à eau qui ont un tank spécial, Ah OK. un réservoir spécial, enfin je dis tank, un réservoir Un spécial, réservoir, oui, oui, bien compris. ouais, qui ont un réservoir spécial dédié au gaz lacrymo. Ah oui, et c'est légal? C'est légal. Ah bah super. Bah Donc du génial. coup, c'est vachement irritant, c'est vachement douloureux et cetera et donc, hem il y a eu un échange sur les réseaux sociaux où un officiel chilien, Daniel Soto, représentant la police, formateur des policiers,
défendait la police et disait: «Non, il n'y a pas d'acide dans nos canons à eau». Et moi, je lui ai répondu: «Par contre, vous mettez du gaz lacrymo, je pense». Ouais, Et là, il répond: «Oui, mais c'est légal». ouais, c'est Et ça. il s'attendait à être devant un manifestant hardcore comme moi, qui va, le contredire et tout et être de mauvaise foi. Je dis: «Oui, c'est légal. Vous avez Mmh. raison, vous avez le Mmh. droit. Légalement, il y a pas de problème. Je vous remets pas en cause, votre légalité. Par contre, je remets en cause la santé publique ici, votre éthique et Bah, oui. il y a un problème en fait, qui est que vous blessez des gens, grièvement, sans même savoir que votre arme est tellement dangereuse. C'est un Ouais. problème principalement de connaissance sur votre arme et si vous l'acceptez, je voudrais vous envoyer un dossier complet sur les dangers des gaz lacrymogènes». Mmh. Il me contacte en privé, je lui envoie. J'ai pas de nouvelles pendant 3 mois et au bout de 3 mois, il me dit: «J'ai tout vu. Votre travail est impressionnant. Vous m'avez convaincu. Il y a un problème avec les gaz lacrymos, je veux les interdire». Ça alors. Ce qui me Et moi, je suis Vas-y. bouche bée, hein. Bah, Et il oui. me dit: «Bah, je suis formateur de policiers, je suis leur formateur droits de l'homme, en fait». C'est-à-dire Ah, OK. qu'il les forme au respect des droits de l'homme, ça existe. OK. Au Chili. Et au Chili. En Et France, il me dit on n'a pas ça, si? je pense on a peut-être des formations sur ça, je n'en sais rien, parce qu'il y a une opacité en France. D'accord. Et j'ai discuté avec des policiers, personne ne m'a dit en avoir eu. Donc je pense Mmh. pas qu'on l'ait, mais je ne sais pas. Il doit y avoir des formations théoriques prévues au programme, peut-être quelque part à un moment donné. Oui, Mais c'est ça, ouais. comment c'est dispensé, j'en sais rien. Mmh. Là, on a eu Daniel Soto donc qui me dit: «Bon, bah, écoute, moi je te propose un truc. Comme je suis assez bien vu dans la hiérarchie policière, hem, je vais te mettre formateur, extérieur, intervenant, en visioconférence». Je Ah, parle espagnol un petit peu, donc c'était cool, j'ai pu parler espagnol. OK. En visio devant des personnels de la police. On va plutôt prendre des policiers, en milieu de carrière, à responsabilité, Ouais. parce que ce sont eux qui vont être amenés à diriger la police dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. D'accord. Super. Il me met en visio et je me retrouve avec un parterre de gens qui me font un salut, au début. Enfin, c'est j'ai halluciné, ils font tous un salut, c'est à la militaire et tout. C'est pas C'est-à-dire du tout mon ah univers. oui, un salut militaire. Ouais, non, bah, tu sais comme Oui, ça, quoi. oui, voilà, oui, oui. C'est Il drôle. pensait que tu étais J'ai un j'ai gradé, j'ai moi, c'était totalement déconnecté de mon univers. J'étais là, je: «Waouh, qu'est-ce que je fous là?» il te percevait Et comme un gradé. bah, pas moi, je pense que c'est à Daniel Soto qui faisait le salut, mais Ouais. ouais, voilà et puis il me donne la parole et puis je leur parle pendant 1 heure des effets sur la santé des gaz lacrymaux, en général et je leur explique, les problèmes connus, les problèmes potentiels, les risques et cetera et je leur explique que, selon moi, Heu, ils ne peuvent être proportionnels que s'ils maîtrisent leur arme. S'ils ne savent pas ce qu'elle fait sur la santé des gens, ils peuvent pas appliquer une proportionnalité, Ouais, parce c'est qu'ils savent clair. pas qu'ils peuvent blesser la personne en face. Mmh. Donc pour moi, c'est très important qu'ils connaissent cette arme en détail et donc et il y a une ambiguïté sur les lacrymos parce qu'elle est présentée comme arme défensive au sein de la police, mais elle est perçue comme arme offensive par les manifestants. Bah, oui. Est-ce que c'est une arme d'attaque ou de défense? Mmh. Et c'est un peu compliqué à classer en fait les gaz lacrymos parce que, tu demandes à n'importe quel policier, il te dira: «C'est de la défense. On le Oui. balance pour se protéger». Tu demandes à n'importe quel manifestant, il te dira: «Bah, ouais, c'est pour nous agresser». Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont eu peur à la fois pour leur santé, quand, ils ont vu les problèmes que ça pouvait occasionner. Oui. Ils ont demandé, quel encadrement il y a, ils ont vu qu'il y en avait pas Mmh. et ils ont dit: «Mais en plus, ouais, c'est vrai que c'est peut-être pas proportionnel» et donc ils ont commencé à dire, «Ouais, tu as raison, il y a peut-être un problème» et cetera. J'ai eu beaucoup de questions à la fin, de ma présentation. Et Daniel Soto a ensuite, décidé d'aller dans la presse et de dire, «Bon, bah, moi, policier chilien, je demande l'interdiction des gaz lacrymaux». Il a été soutenu par, tous ses potes dans la police. Il a eu quand même pas mal de soutien, OK. mais il s'est fait virer de la police Bah, et il est devenu militant des droits de l'homme, avocat et il m'a proposé d'écrire un chapitre dans un livre collectif qu'il a écrit, sur le droit international en maintien de l'ordre. Et il explique en fait pourquoi le droit interna quel est le cadre international et comment il est mal appliqué dans les différents pays. Et pour le vulgariser et que les gens le connaissent, plutôt que de faire un livre un peu chiant, il a fait un livre, qui te plairait beaucoup. Il ah, y a une BD en intro OK. et il a pioché dans le monde culturel et il a demandé à ce qu'on prenne des films
comme référence et D'accord. qu'on parte d'un film pour expliquer une situation de droit international. Mmh. Et donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai parlé d'un film qui s'appelle, Le jour se lève, qui est un vieux film, heu, Ouais. qui est le premier film sur la brigade des gaz, et qui est le premier film à montrer des gaz lacrymogènes. OK. Et donc il y a beaucoup de scènes de maintien de l'ordre et cetera. J'explique un petit peu le cadre international d'aujourd'hui et je te donne un exemple que tu comprennes ce qu'il y a dans le bouquin. Hem, pour, des situations ambiguës où tu ne sais pas si une personne est un opposant politique dans une rébellion militaire de guerre civile ou s'il est, un civil, s'il faut le traiter donc comme une armée opposée ou comme un Mmh. civil Ouais. dans un pays en guerre, bah, en fait, ils ont pris, Star Wars épisode 1 comme référence. D'accord. Ils prennent une scène de Star Wars où tu as, des gens qui veulent, je sais plus exactement l'histoire, mais en gros, ils voulaient rejoindre la rébellion, mais, ils étaient pas encore tout à fait, officiellement membres de la rébellion. OK. Est-ce qu'ils sont civils ou est-ce qu'ils sont militaires? Est-ce qu'on tire dessus avec une arme ou est-ce qu'on n'a pas le droit de tirer dessus avec une arme? Et cetera, et cetera. D'accord. Et donc ils se sont amusés à partir de Star Wars épisode 1 et de l'étudier sous l'angle du droit international. Et je OK. trouve ça intéressant dans ce bouquin Ah, parce c'est qu'ils prennent intéressant. à la fois, il y a de la culture, c'est super cool parce que c'est un aspect culturel, mais ça permet d'enlever tout le côté émotionnel. Oui, oui, bien sûr. Tu vas prendre, une situation totalement fictive et neutre, Mmh. où tu n'es pas parti pris, où tu n'es pas, ça te concerne pas Ouais, directement, ouais. c'est une fiction. Donc du coup, ça te permet d'être détaché et donc d'analyser un peu plus froidement la C'est un peu situation comme un jeu et d'échecs, avoir un peu quoi. de droit dessus, ouais. Alors, il Voilà. y a Mamzelle Croc qui nous dit beaucoup de choses. Donc, le gars était déjà potentiellement convaincable. Je suis tout à fait d'accord que la communication est essentielle, mais si les violences policières sont systémiques, c'est bien le système qui est à changer. Oui, alors, Ah tout à fait et en fait, c'est là que c'est intéressant, c'est que j'allais te parler du systémique. Ce même policier a un argumentaire extrêmement solide sur le côté systémique et lui, il se sert des statistiques et cetera. Il présente, des cas de policiers qui vont, agir violemment, différentes violences policières. Il montre que c'est toujours le même type de situation, toujours le même type de population qui en est victime et cetera et cetera et il va dire: «Si c'était un cas isolé d'un policier qui fait mal son travail», ce qui est tout le temps le cas. Parce que lui, en fait, c'est quelqu'un qui défend beaucoup les policiers. Il estime que la hiérarchie se défausse de ses responsabilités sur l'individu et hmm, que le fait qu'on dise qu'on nie le côté systémique du problème, hmm, ce n'est pas seulement, hem, un aspect politique, gauche versus droite. C'est aussi un aspect qui permet à une hiérarchie de se défausser sur des policiers auxquels on n'a pas donné les moyens de se défendre correctement. hmm. Oui, oui, Et c'est donc, sans doute aussi, hein. si je mets un policier en situation de stress, de tension et de machin et qui déraille, bah oui, il y a un problème systémique en fait, qui est peut-être pas le problème systémique que les manifestants relèvent, parce que nous Hmm, on relève d'autres problèmes systémiques, qui est celui du racisme dans la police, de la banalisation de certaines choses et cetera. Ça je le pointe aussi. Mais je pense qu'on peut aussi accepter une perspective plus policière de se dire: «Ouais, mais en fait, il y a aussi un autre problème systémique qui est celui du policier débordé par ses responsabilités, où la hiérarchie ne prend pas ses responsabilités et hmm. n'assume pas ses erreurs». Et donc du coup, c'est quelqu'un qui s'est retrouvé, pas du tout seul comme tu penses, Nzelcro. Hem, il a en interne, au sein de la police chilienne, de nombreux soutiens et il échange encore quotidiennement avec eux. Il est encore très soutenu et c'est là que c'est très intéressant parce que du coup, il y a des policiers chiliens et des hauts gradés qui prennent sa défense et qui prennent position et et je trouve qu'au Chili, en ce moment, il y a quelque chose de très positif qui se passe. J'ai un autre, contact que je me suis fait au Mexique, qui lui est carrément au sein de la police et là, il n'est pas viré. Il est en place. C'est aussi un formateur droits de l'homme, il s'appelle Daniel Gomez Tagle. Heu, c'est encore une fois quelqu'un qui est juriste de formation, au départ, Ok. qui a rejoint les forces de l'ordre et qui est, très critique de la loi, parce que lui, il, valorise énormément les droits de l'homme et il a un aspect assez intéressant. Moi, en échangeant avec lui, j'ai découvert, tout un plan que j'ai trouvé vraiment super intéressant. Lui, il estime que les droits de l'homme, c'est ce qu'il y a de plus central et de plus important à défendre Ouais. et qu'on a tendance à oublier les droits de l'homme des policiers lorsqu'on est manifestant
Parce qu'eux aussi, ils ont droit à l'intégrité physique, à la santé, au respect, Tout à etc. fait. Enfin, voilà. Et on a tendance à se focaliser sur la proportionnalité d'une violence. Le flic a commis une violence policière, donc du coup, tout son bataillon peut se prendre des pavés dans la gueule. Mmh. Et en fait, lui, il estime qu'il faudrait centrer l'usage de la force, non plus sur la proportionnalité, parce que ça c'est mécaniquement, ça provoque une escalade, mais le centrer sur, heu, plutôt les droits de l'homme, l'optimisation des droits de l'homme. Mmh. Et donc là, il donne des situations concrètes. Il dit: «Si on a, des manifestants qui dégradent une banque, un abribus ou que sais-je, il y a les droits de l'homme de la société qui paye des impôts, qui sont lésés et le droit de la propriété qui est lésé. Oui, plus le droit de Et la si la police propriété que les intervient droits de l'homme, hein, comme on ouais, dit, d'habitude, la famille de la victime est dévastée, mais bah, bon. ça fait partie en fait des droits de chacun en fait, c'est les droits globaux, hein, qu'on a et merci de préciser droits humains, tu as raison de le dire. J'utilise le mot droit de l'homme parce que c'est le terme consacré et en fait on devrait plus se dire, droit humain parce qu'à Ouais, force, ça fait je trouve qu'effectivement il y a ce problème, de non-inclusivité des femmes, quand on dit homme tout le tout temps, à pour fait. désigner l'humain en général. Je m'excuse 1000 fois de ne pas y arriver. C'est parce que tous les livres disent droits de l'homme H24 et quand je lis un bouquin, bah, j'ai lu, 100 fois droits de l'homme et du coup, c'est tellement ancré dans ma Ouais, moi, tête. je connais des militantes des droits de l'homme qui disent: «Ah, c'est pas joli, droit humain, j'aime mieux droit de l'homme». Ah bon, Bah, il y a une question esthétique. Je pense qu'il y a une question, importante, militante aussi, d'arrêter de toujours, généraliser au masculin. Enfin, oui, oui, non, mais on est bien d'accord. je soutiens la démarche de Mzell Crowe. Je suis pour. Alors, moi, j'ai quand Je même l'impression, j'arrive là, pas. c'est bien que tu alors, Rotaillot dirait que, voilà, tu es pour une mexicanisation de la police. Bravo. Mais, Ouais, mais c'est pas une mexicanisation parce qu'en fait, il est très critique du droit, mexicain, qui ouais, sert de modèle pour toute l'Amérique latine. Par contre, il a écrit un bouquin qui s'appelle Autopsia de ley. Alors, c'est l'autopsie de la loi. Il a fait l'autopsie de la nouvelle loi qui est sortie en 2020 et quelques. Il a dit: «Elle est morte-née cette loi, elle sera jamais applicable» et il a fait l'autopsie de la loi, en fait. Il explique pourquoi elle est pas applicable et typiquement, il dit qu'il y a plein de confusions dans le droit. Le mot force désigne alternativement la force physique ou les forces de l'ordre. là, tu parles du droit Il y a mexicain, des hein, on est confusions d'accord? et ça se retrouve en français aussi d'ailleurs, hein, D'accord. mais il y a des confusions systématiques en termes de droit, OK. heu, au niveau des mots qui rendent les choses difficilement interprétables. Mmh. Est-ce que l'usage de la force, c'est frapper quelqu'un? Ou est-ce que l'usage de la force, c'est faire intervenir un policier? Mmh. Le terme est ambigu. Et ça marche en Mexique, ça marche en espagnol, Oui, uso de la fuerza, mais ça marche en français. d'accord. Dans le langage courant, on pense plutôt à l'utilisation d'une force physique. Mais, il y a des moments où on utilise le mot pour désigner tout simplement l'intervention des forces de l'ordre. Mmh. D'où Voilà. ton idée de faire intervenir d'autres types d'acteurs, pour des problèmes qui Bah, ne là, rendent pas l'idée qu'il y nécessaire, avait, c'était déjà de réécrire la loi d'une façon à ce qu'elle soit non ambiguë ouais. et applicable. Parce que lui, il estime que c'est pas applicable de demander à un policier de prendre une décision sur l'usage de la force, donc force physique, Mmh. en 2 secondes avec un nombre de critères énorme. Il ne peut pas juger la situation correctement, s'il a trop de choses à évaluer. Mmh. Et donc évidemment, à chaque fois qu'il y a une violence policière qui va être jugée, on va l'acquitter en disant: «Oui, c'est trop compliqué, c'est trop ambigu, Mmh. donc du coup on l'acquitte». En fait, c'est la Et loi donc elle-même lui, qui il est est pour. ambiguë. Voilà. Et donc lui, il dit: «Il faut une loi qui soit pas assez ambiguë et où on peut reconnaître des fautes et Mmh. où les fautes doivent être identifiées au niveau hiérarchie ou au niveau policier». Mmh. Et c'est quelqu'un qui a pris, alors j'ai beaucoup aimé son approche parce que c'est un matheux, assez geek, sur les maths. OK. Il a pris toute la loi, mexicaine et il a utilisé des logiciels qui permettent de regarder quel article cite quel article D'accord. et ainsi il a pu montrer quel droit était relié à quel droit. OK, Il a trouvé des intéressant. incohérences systémiques dans le droit mexicain. OK. Et Voilà.
Et il propose de restructurer le droit, en fait, d'une manière à ce qu'on arrête de faire des erreurs systémiques comme ça, de faire intervenir le droit de la famille dans des choses qui relèvent du droit autre. Enfin, il montrait en fait qu'il y avait des droits spécifiques qui étaient totalement déconnectés, qui citaient beaucoup les articles d'un truc trop déconnecté. Et donc, il fallait restructurer le droit, en fait, de cette façon-là. Et donc, avec son approche, il a identifié des tas d'ambiguïtés et de problèmes euh, de citations circulaires dans le droit, de Hmm. tout ça, hein, au niveau du maintien de l'ordre. Des raisonnements circulaires aussi, du coup, ou plus... En fait, c'est-à-dire que si l'article machin se réfère à l'article machin, qui se réfère à l'article machin, qui se réfère au premier article, Ouais, ouais, on en rond, et t'as pas de définition claire. c'est ça. Ouais, ouais. Oui, oui, puis ça donne un Et droit filandreux, quoi. Ouais. ouais, c'est ça. Et donc, il a trouvé des tas de petites failles comme ça qu'il a identifiées par l'informatique, en fait, tout simplement, hein, par ces méthodes. Et il a voulu mettre en place, proposer un cadre aussi de l'usage de la force physique, où les critères de décision, il n'y en a plus que 12 au total. Ok. Alors qu'actuellement, si on regarde le droit, Ouais, hein, ouais. au Mexique, il y a 120 critères Ah oui. pour évaluer avant d'utiliser la force physique ou pas. D'accord. Et c'est pour ça que c'est jamais appliqué, parce qu'aucun policier ne peut scanner 120 critères avant de dire j'utilise la force ou pas. Bien sûr. Oui, donc Par contre, le c'est... réduire à 12, là, ça rend le droit applicable, en fait. Hmm, ok. Donc Ouais, son c'est idée, c'est ça intéressant. aussi. Voilà. Et ça a eu un Il y a, écho au il y a des Mexique? approches. Lui, au Mexique, a un écho, à Ouais. tel point qu'il a été le centre d'un énorme documentaire qui s'appelle El Negocio de la Represión, que vous pouvez retrouver aussi en ligne. C'est Ok. un consortium de journalistes de toute l'Amérique latine qui a fait un travail d'enquête sur le f- les bénéfices que se font les entreprises qui vendent des équipements de répression à la police Hmm. et qui ont intérêt à ce que le droit soit pas applicable, etc., hein. Et tous les problèmes systémiques qui existent en fait au sein de la police en Amérique latine, avec un consortium d'universitaires et de journalistes assez large, qui regroupe des gros journaux comme El País et des choses comme ça, hein, et des grosses universités, comme l'université de Valparaiso, ou enfin des universités connues pour la sociologie et le maintien de l'ordre. Donc, D'accord. c'est vraiment un gros truc que vous pouvez retrouver sur le site El Negocio de la Represión, donc le négoce de la répression en espagnol. On poste le Google Translate si on a besoin. Et donc Daniel Gomez-Tagle est la figure centrale de tout le site qui a donné lieu en fait à des tas d'articles de presse et d'articles universitaires Intéressant. un peu partout. C'est un gros truc, un Ok. gros consortium. Et Et ça, donc oui, non, ça a des répercussions, hein. ça n'a pas de répercussion à part ton travail à toi en France, par exemple. Personne s'est dit, tiens, on va Bah, s'emparer de ce malheureusement, en truc-là. France, j'ai pas réussi à encore avoir les répercussions que j'aimerais avoir. Mais bah, comme je disais, j'ai un étudiant en sociaux qui a réussi à passer un stage en gendarmerie et du coup à passer les dangers des gaz lacrymaux dans le magazine de la gendarmerie. Ouais. Ok. Euh, Moi, je pense que la France a une méfiance envers la société civile au niveau du maintien de l'ordre. Les institutions du ministère de l'Intérieur ont une grosse méfiance et c'est ce qui bloque énormément. Mais j'ai l'impression que Mais ils sont même dans le déni, tu vois, parce que quand tu vois Darmanin dire, quand j'entends parler de maintien de violence policière, je m'étouffe, ils veulent pas traiter le problème, en fait. Ils font, c'est ça. on a l'impression qu'ils font du clientélisme par rapport aux policiers, les politiques, alors que c'est pas du tout leur rôle à la base. C'est une politisation de la chose et en plus, euh, c'est un énorme problème parce que ils sont du coup anti-science et anti-données et ils veulent pas reconnaître un caractère systémique quand il y en a un. C'est ça. Et le caractère systémique n'empêche pas une vision politique différente de la mienne. Moi, je suis quelqu'un gauche, très vénère, anard, et je vais avoir une lecture de dire, bon, bah oui, il y a un problème de racisme, il y a un problème de machin, machin, machin. Ok. Mais euh, ce problème systémique peut aussi être interprété, comme je le disais tout à l'heure, comme une trop forte responsabilité sur le policier individuel, une trop faible responsabilité de la hiérarchie, etc. En fait, en contact avec des personnes qui n'étaient pas tout à fait alignées avec moi politiquement, Hmm. j'ai compris que ils avaient la négation du problème systémique empêchait à ces personnes de développer finalement un contre-argumentaire valable et valide Hmm. que je peux accepter moi.
même si je suis pas d'accord avec eux sur tout, mais qui lui repose sur les mêmes données, sur la même réalité, en fait. Mmh. Et là, malheureusement, on est face à un mur de gens qui se mettent dans un déni de réalité, C'est ça. à tel point que, bah, oui, ils veulent pas traiter, ils essaient de glisser sous le tapis et puis, ça leur pète à la gueule régulièrement. Mais ce qui leur pète à la gueule, c'est quoi? C'est Mediapart qui sort des vidéos de gendarmes de Sainte-Soline. Mais finalement, ça a pas de conséquences. Ouais, c'est clair. Et c'est ça le drame, c'est qu'en fait, la gravité de ce qui se passe n'a même pas les conséquences que ça devrait avoir. Parce C'est que, ça. quelque chose d'aussi grave, je pense qu'il aurait fallu le traiter, bah, beaucoup plus Bah, fermement, oui, oui. avec beaucoup plus de transparence, de diligence, c'est une urgence, en fait. Surtout que les propos sont nombreux, c'est pas isolé, c'est pas une personne, Ouais, ouais, c'est tout à fait, ouais. voilà. Mais bah, c'est dommage que Pascal soit pas là. Alors, Pascal Marchand, mon co-auteur, et il aurait eu des choses à dire aussi, je suis sûr. Mais bon, j'ai proposé et il partait à Paris, là, pour On un- aura sûrement l'occasion de parler et je pense Ouais, que l'aspect, surtout données va l'intéresser énormément parce que, il maîtrise bien ça, je pense un petit peu, ouais, c'est ouais, un ouais. domaine qui l'intéresse et je pense qu'il aurait beaucoup, il aurait pu voir un peu comment faisait, Daniel Gomez-Tagle avec ses algorithmes et je pense que ça aurait pu l'intéresser. Mais ce qui l'aurait intéressé aussi, c'est le côté anti-science des politiques, tu vois, qui prennent pas en compte les données qu'on peut leur donner, tu vois. Parce que, Exactement. donc, on a une conférence commune où il dit, il y a un qui a dit, et donc, qui a dit que, bah, par exemple, là, le, le curé pouvait être pareil que l'instituteur, ou que, voilà, Retailleau, il a dit normalement, récemment, je veux dire, il a dit, on lui opposait une étude sur je sais pas, les violences policières, non, sur le fait que les violences, que les violences ou la criminalité n'étaient pas liées à l'immigration. Et lui, il répond à ça, bah, la réalité dément votre étude, tu vois. C'est-à-dire que il y a un déni de la classe politique. Ouais, Darmanin qui a dit bon, bah, la science, c'est bien, c'est une chose, mais je préfère le bon sens du charcuté de Tourcoing, tu vois. Il y a plein de citations comme ça de politiques qui, en fait, prennent pas en compte le réel, quoi. Ils sont tellement dans leur logiciel, dans leur idéologie et dans leur truc, qu'ils refusent de prendre en compte le réel que des chercheurs peuvent leur présenter, quoi. Bah, c'est surtout ils se sentent attaqués politiquement, parce qu'évidemment, souvent, on peut présenter des données scientifiques et ne pas être tout à fait neutre politiquement. On peut être rigoureux Oui. scientifiquement et puis dire ensuite: «Moi, je les interprète comme ça». Et le problème, c'est que quand ils ont ça en face d'eux, ils ne voient que l'aspect politique, plutôt que de dire: «OK, il y a aussi des données et il y a aussi des faits. Ces Mhm. faits-là, je ne vais pas les ignorer, mais je vais avoir une interprétation politique différente de cette personne». Mais eux, en fait, ils rejettent tout en bloc. Donc du coup, ils ne prennent pas le contenu, les faits et ils vont se positionner politiquement directement. Et en plus, il y a pas mal de sociologues qui présentent, la vision de la police comme une forteresse assiégée et c'est, une Ouais, mentalité qui est très présente dans la ouais, police. ouais, c'est ça. Mais moi, Voilà, c'est une mentalité de, on est assiégé, on est le dernier rempart, face à la sauvagerie et cetera hmm, et en plus on est assiégé et donc on est toujours sur la défensive. oui, sans voir que la sauvagerie, c'est un peu eux aussi, quoi. Mais moi, pour Ouais. les hommes politiques, enfin pour les décideurs, quoi, j'ai quand même l'impression que c'est presque un peu plus grave. C'est-à-dire que tout ce qui ne va pas dans le sens de leur narratif à eux, ils veulent pas le voir, quoi. Bah, il y a effectivement un rejet des faits plutôt qu'un rejet des opinions et ça, c'est inquiétant parce qu'il faut pas rejeter les faits, il faut juste, même si ça va totalement à l'encontre de ma vision politique des choses, bah, faut que je dise: «OK, il y a peut-être un truc qui me convient pas là-dedans, mais c'est la réalité» Voilà, c'est ça. et quand ça va, quand on peut toujours trouver un moyen, malgré tout, moi je le trouve toujours en tant que militant, de partir des faits et de dire: «Moi, mon interprétation, elle me elle est quand même de dire: "Il vaut mieux faire ceci ou cela"» et Hmm, je même quand j'ai des faits qui sont désagréables pour moi, c'est ça. hem, je vais pas les rejeter, mais je vais me dire: «OK, comment je peux interpréter ça? Est-ce qu'il y a des facteurs confondants déjà? Est-ce qu'il manque des éléments qui permettent de corriger les faits?» parce que peut-être que on n'a pas une vision complète, hein, de la chose et Hmm, puis si les faits jouent vraiment contre mon opinion première, bah
je vais la réviser, mais je vais pas la réviser en adoptant celle de l'autre. Je vais la réviser en gardant mes valeurs, en quelque Oui, sorte, tout à fait, oui. ancrées, humanistes, antiraciste, et cetera. Donc du coup, je peux très bien, tenir compte de faits qui me dérangent un petit peu au départ et réfléchir à comment je peux les articuler pour garder mes valeurs. Ouais, Voilà. eh oui. Et je pense que quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs que moi peut tout à fait le faire dans son sens, quoi. Alors, Mamzelle Crow pense que les élites ont peur que la police rejoigne notre côté, c'est-à-dire le côté du peuple. Est-ce que Alors, tu as un oui et avis non. Enfin, ça, là-dessus? c'est une phrase que j'entends souvent en manif. Bah, on a Il ne faut envie pas que les tant policiers, théoriser que c'est ça, vrai, cette les idée-là, policiers. parce qu'en réalité, ça se produit pas trop. Non. Ça s'est produit à un moment donné, hem, après la Deuxième Guerre mondiale. Les forces de police ont été faites à partir des milices, résistantes, il y a des milices qui étaient créées au dernier moment aussi, hein, des résistants de la dernière heure, De la mais dernière, ouais. globalement, il y avait pas mal de petites milices, heu, résistantes qui ont aidé à la libération de la France et qui ont donc rejoint une structure de police nationale. Ouais. Qu'est-ce qui se passe dedans? Bah, il y a beaucoup de communistes, en fait. Ah oui, oui, d'accord. Et du coup, il y a eu, à ce moment-là, des énormes problèmes pour la police à maintenir, l'ordre, et cetera, et une Hmm. purge a été faite. On a éjecté tous les communistes Tous de les la police. communistes. Ah ouais. Donc on a déjà eu des situations bien plus graves en termes de sympathie policière pour les manifestants, Ah oui, que là, la situation là, actuelle d'aujourd'hui, hein, ou que là, celle d'il y a de 5 ans ou 10 ans. c'est vrai Et qu'on n'est pas, c'est pas notre inquiétude principale, on va dire. ouais, et je pense que les politiciens ou le corps politique n'a pas une si grande inquiétude par rapport à ça. Elle a beaucoup plus peur, par contre, des mobilisations policières. Ça la dérange. Ah oui, Quand il y a des policiers qui font des manifs ou des choses comme ça, ils obtiennent très vite tout ce qu'ils demandent. ça c'est vrai, ouais. Ça, c'est quelque chose qui est, et en fait, il y a même des gens qui ont analysé, mai 68. Alors, c'est dans les historiens que j'ai cités tout à l'heure, Histoire de la police en France, qui ont remarqué que finalement, mai 68, en termes de conséquences, ça a permis aux policiers d'être beaucoup mieux équipés, armés et dotés. Ouais, ouais. Parce En fait, que, la conséquence, une des grandes conséquences en termes de police pour mai 68, ça a été, bah, de mieux doter, de mieux équiper, de renforcer la police qui a fait énormément de demandes, en fait, après mai 68. donc quand on est en manif et qu'on dit la police avec nous, le seul résultat qu'on risque d'avoir, c'est que la prochaine fois, ils seront mieux armés parce que les élites ont peur qu'ils manifestent, effectivement, et du coup, ils leur donnent plus Bah, ils veulent de... renforcer le maintien de l'ordre en quelque sorte, ils veulent arriver à être plus efficaces, et cetera, et ils veulent les policiers se plaignent de ne pas avoir pu, gérer bien les manifestants, machin, machin, donc ils demandent davantage de moyens. Donc c'est Mhm. généralement plutôt ça qui se passe, hein. C'est rare qu'on ait, des policiers sympathiques de la population. L'autre problème qu'il y a eu, c'était, avant la création des CRS. Ouais. Hem, il y avait des compagnies de gendarmes, qui étaient, mobilisées pour le maintien de l'ordre, et le problème, c'est que comme c'est la gendarmerie, c'est la campagne et que c'est local, Oui, il y avait des sympathies parce que c'était la d'accord. même famille, tu avais le frère dans la manif, et Ah oui, cetera, oui, tu vois? oui. C'était p Voilà. Donc pour casser ça, ils ont créé cette gendarmerie mobile. Ah, Voilà. ok. Donc il y a eu toute une logique, systémique d'éviter les sympathies entre la population et la force de police par, la mobilité, par le fait que ce soit pas, par les corps spécialisés de maintien de l'ordre aussi, les Mhm. CRS qui sont déployés à droite à gauche, parce que leur rôle, c'est le maintien de l'ordre en manif, quoi, voilà. Donc on a, on a différentes stratégies qui ont été mises en place, et du coup, je ne dirais pas aujourd'hui que les élites sont terrorisées à l'idée que la police soit de notre côté, parce qu'en fait, tout a déjà été mis en place d'un point de vue stratégique et Mhm. systémique pour que ça ne puisse pas se produire, d'un claquement de doigts comme on se l'imagine. Ouais, C'est déjà ouais. structurellement, organisé de manière à ce que ça puisse pas se produire, et historiquement, quand ça s'est produit, les conséquences n'ont pas été aussi dramatiques que ça, en fait. Ah ouais. Le pouvoir politique s'est maintenu, Ouais. et la force de police, s'est réformée de l'intérieur en virant, les éléments qui étaient trop sympathiques de la population. Donc il y a Mhm. pas vraiment de, faut faire Ouais. gaffe à cette phrase
parce que je la connais des manifs, hein, je fais beaucoup de manifs, et je suis très militant, et je sais que c'est un peu un truc comme ça. Et en fait, alors, tu fais une remarque, mademoiselle Cros, les élites ont flippé, normal qu'ils aient renforcé la police après 68. Eh ben non. En fait, c'est principalement une question d'équipement, quand tu lis le détail, hein, de ce qui s'est passé, des débats et de ce qu'il y a eu. En fait, à mai 68, les flics, ils étaient très sous-équipés et mal équipés. Ils avaient des équipements complètement moisis et nuls, des mini boucliers, et c'est ça qui a donné lieu, en fait, à toutes les scènes qu'on a vues. Mais par contre, le pouvoir politique n'avait pas du tout peur que la police les lâche, ou que la police ne soit pas assez puissante ou pas assez forte. Elle savait que ça allait marcher tout le temps. Par contre, les syndicats policiers ont grogné énormément pour leur sécurité physique en termes dans les manifestations. Et donc, en fait, c'est beaucoup plus sur ce thème-là que les équipements ont été renforcés, plutôt que sur une question de politique, de peur d'une manifestation, d'autant plus qu'il y avait beaucoup moins de mouvements sociaux à ce moment-là. Donc, c'était vraiment plus une grogne de sécurité individuelle du policier qui a mis ça en place. Ah, maintenant, ils ont débordé Donc, complètement. C'est sûr. maintenant, aujourd'hui, c'est Robocop, hein. C'est d'ailleurs un truc qui est vachement intéressant, parce que les sociologues nous disent que du fait de cet équipement Robocop, il y a une hostilité manifestant-police qui se déclenche dès le départ des manifestations. Ah ouais. Et quand on voit arriver la police, c'est sûr qu'on a juste envie de. Ouais. La police est extrêmement menaçante, elle en joue, elle provoque avec ça parfois, Mhm. pas toujours, mais moi je l'ai vécu, ça m'est arrivé, hein. Et en face, les manifestants le prennent mal, et voient tout de suite la police comme un ennemi, hein. Donc Bah, c'est clair. Bon. c'est pas propice au bon déroulement, quoi. Voilà. Alors, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce qu'il est 20h. Ouais, Ça fait à peu près 2 heures qu'on y est, enfin un peu moins. Mais voilà. Donc, bah, en tout cas, c'était passionnant, hein. On aurait bien continué jusqu'au bout de la nuit, mais c'était chouette. Euh, carrément. alors, on va pouvoir retrouver cette discussion sur ma chaîne YouTube, Mes Becs BD. Révolution, ouais. Bah, ouais. Révolution! Il va rester plus que ça à faire, hein. On va pouvoir retrouver ça aussi sur. J'ai un podcast audio, figurez-vous. Podcast audio juste de mes entretiens. Mort ou quoi? Hein, on ne sait pas. Mort aux vaches! Ah oui, aux vaches, oui, en général, c'est ça. Euh, voilà, où À la lanterne! Voilà. Très bien. Donc, j'étais en train de dire que j'ai un podcast audio, vous pourrez réécouter ça en faisant votre jogging. Voilà. Et que la prochaine fois, on va encore recevoir Alexander. C'est toujours un plaisir parce qu'il est très intéressant. Et il sera en compagnie de Séverine Falkovic. Et ça sera le 16 février. Et là, on parlera plutôt de complotisme et de manipulation. Donc, ça sera vraiment très intéressant. Non, on peut le faire aussi en faisant la sieste. On peut l'écouter. C'est pas obligé de le jogging. En faisant la sieste, ça marche aussi. Voilà. C'est mieux avec, mais Voilà. En fait, tu peux l'écouter comme tu veux, mais je veux dire, voilà, si tu n'as pas envie de voir nos têtes et de tout ça, tu peux. j'ai déjà fait une émission comme ça en faisant un footing, moi. Ah oui, en courant, toi? Ouais, c'était des Twitter Space, je sais pas si tu vois ce que c'est. Il y a, Ah il y a oui, deux. oui, oui. On essayait de faire des Intéressant. spaces où on expliquait les vaccins, etc. aux gens, quoi. Et puis Ah c'était oui. drôle parce que il y avait Loni Besançon et moi qui en faisions. Et un jour, il y a Loni qui était en train de faire son footing. Et puis l'autre jour, c'était moi. Et du coup, elle était Bah, très bien. courir dans le truc. Bah, moi, je fais pas le footing. Par contre, je suis content parce que j'ai dessiné et c'était rigolo, je pense. Ah bah ouais. Et c'est la première fois que je faisais de l'ancrage. D'habitude, je fais plutôt de la couleur pendant les. Et l'ancrage, c'est pas mal aussi, voilà. Bon, bah écoutez, bientôt c'est Noël, donc il est encore temps d'aller acheter votre exemplaire d'Eureka sur mon site. C'est encore possible, mais il faut se dépêcher parce que très rapidement, je pourrai plus vous l'envoyer à temps. Mais pour l'instant, j'en ai plein, donc c'est possible. Vous allez sur mon site boutique, voilà. Encore merci Alexander, c'était super intéressant comme d'habitude. On se dit donc, j'ai dit le 16 février avec Séverine. Voilà, je le rappellerai. Et puis on va tous se souhaiter une très bonne soirée. Voilà, puis Et bon replay à ceux qui l'ont vu en replay, hein. voilà, bon J'espère que vous avez replay. apprécié. Voilà.
Et n'hésitez pas à commenter, à envoyer. Et puis si jamais j'ai dit la moindre connerie, parce que moi je me suis basé, je suis pas du maintien de l'ordre et je me suis basé sur les bouquins que j'ai lus. N'hésitez pas à corriger parce que ça m'intéresse. Je suis toujours curieux. Voilà. Et je vais vous envoyer en raid chez quelqu'un, je pense. Voilà. Bah, je vais déclencher le générique et puis je réfléchirai à mon raid pendant ce temps. Alors, essayez de pas tous partir, vous n'êtes pas hyper nombreux, mais c'était les meilleurs, évidemment. Donc, essayez de rester là pour le raid. C'est toujours sympathique. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à bientôt. À Salut! bientôt. Salut.